Madame, Monsieur, on démarre cette émission en évoquant la gestion des ordures ménagères au Cameroun, en disant que Isacam a annoncé l'acquisition de près de 211 camions d'ici mars prochain pour la première partie et une deuxième partie annoncée en juin prochain. Rappelons que Isacam, pour cela, a dû contracter une dette de 9,83 milliards de francs CFA. Cela arrive dans un contexte où on sait que l'État du Cameroun a ouvert ce marché-là à d'autres prestataires de services. On parle également ce matin de la vie dure, la vie chère. Le Cameroun qui, en 2018, devra vivre en récession parce qu'au port de Douala, on annonce une augmentation des tarifs d'accès au port. Donc vous imaginez combien va coûter prochainement la boîte de riz au Cameroun si cette mesure se confirme, parce qu'il est impossible de tenir ces tarifs par ces personnes qui justement sont dans l'importation et qui vont au port pour nous ramener de belles choses. Voilà, le Cameroun tel qu'il se porte, madame, messieurs, bonjour, bienvenue, voici le Zénith. On vous le sert sur un terrain. Merci donc à vous. On va introduire le plateau avec vous, cher Lamel. Bonjour, monsieur Mbachou, bienvenue sur le plateau. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour au retour des Français au Cameroun. Bienvenue dans le monde des affaires. On va saluer Razel qui va prendre la construction, l'installation de 14 péages automatiques. On salue Bouygues Énergie qui va s'occuper du transport, bientôt de l'électricité. On salue Bolloré qui est déjà là avec les 2 infrastructures. Et enfin Thales qui va gérer la carte nationale des Camerounais. Oh, c'est carte nationale d'identité ou c'est quoi? Oh. Bonjour, bienvenue. Reprenez vos choses. Voilà, donc la France qui est toujours dans une coopération assez accrue avec le Cameroun, je le dis pour vous taquiner un peu ce matin, Charles Lamel, parce que je sais effectivement que vous n'aimez pas trop le terme coopération. Ça vous paraît être un terme dilué de 2 sens. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et donc on vous retrouve tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux avec de belles informations au goût du jour. On verra bien ce qui va être dit à ce moment-là. Restez donc avec nous, ne bougez pas, même pas pour aller faire pipi, je vous assure. La suite avec vous, Robengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Moi, je salue le ministre Jean-Claude Bointou, qui est dans votre sillage, monsieur Fopoussi Negou. Il a dit qu'il commence ce matin à ramasser les ordures à Yaoundé lui-même. C'est-à-dire que comme Yaoundé produit 2000 tonnes d'ordures par jour, il va vous montrer comment on ramasse les ordures. Merci, monsieur le ministre. C'est bon. Après Yaoundé, il faut aller à Bafoussam, Douala, Kongsamba, partout. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui est donc qui déclare la guerre aux ordures ménagères à Yaoundé. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce une mesure donc vraiment pertinente, cette descente sur le terrain, ou simplement c'est pour nous badigeonner un peu de... On parlait de plus en plus de décentralisation. Peut-être que dans son ministère, il va décentraliser les services déconcentré de son ministère, va se mettre à ramasser les ordures partout, puisqu'il a des représentants dans les 360 arrondissements du pays. Tout à fait. Donc lui, je pense que c'est la bonne mesure. On espère bien, mais je n'y crois pas trop, hein, pour vous dire clairement. Donc c'est pour moi une descente pour nous enfumer, et c'est clairement cette façon de gérer le Cameroun qui est ainsi lancée. On sait ce qu'il y a lieu de faire, c'est de payer l'argent que l'État doit à Isacam pour que Isacam ait les moyens de se déployer sur le terrain. J'ai mal quand j'entends qu'Isacam vienne de contracter encore une dette, un prêt pour se faire des camions, pour avoir la facilité d'assurer ce transport des ordures ménagères là. Donc voilà un peu le problème, voilà ce qui se passe concrètement. On a les solutions, on sait ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Donc qu'on arrête un peu de nous faire ce qu'on nous fait là. L'émission se met en marche maintenant tout de suite, mesdames, messieurs, avec l'histoire du jour. C'est le premier sujet de la matinée. Je vous promets, ce sera hyper houleux sur ce plateau ce matin. Et celle qui est chargée de narrer, de déclamer l'histoire du jour, c'est bien Tendance. Elle n'a pas changé, elle reste une voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour cher public. Bonjour maman Goumoni Flora. Bonjour. Chalama Goumoni. Je regarde l'heure que je vais consulter mes gens. J'ouvre mon cabinet bientôt. Voilà, mamie conseille. Mamie Jujube, c'est moi. La preuve, j'ai fait un aller-retour aider ailleurs pour résoudre un problème. Un couple qui s'entretient.
Un couple qui vous... Je ne sais même pas. Tu vois pas comment je les ris de moment. Tu vas vieillir avant vous me voulez quoi? Tu vas vieillir à 29 ans, je rappelle. Je n'ai que 29, j'ai eu 29 ans l'autre jour. Tout à fait. On m'appelle par-ci, par-là, déplace-toi. Mais je me déplace parce que je veux votre bien. Je suis arrivée tomber encore dans un autre couloir à Edea, derrière le lycée technique d'Edea. C'est une femme qui m'appelle. Je viens, elle me dit, maman, mon mari veut ma mort. Je dis, tu es chez quelqu'un, tu dis qu'il veut ta mort, comment? Vous vous êtes séparés? Non. C'est alors quoi, non, maman? Elle me dit que... Elle me dit, j'ai 3 enfants. Et elle m'a montré les photos de ses enfants. Ouais. Elle m'a montré son mari, le type est mignon. Le type est beau. C'est quelqu'un qui est en moi. Il est un peu quand même. Elle aussi, elle est bien belle. Sang Jang Sang. Moi, veut dire écrire. Moi, veut dire écrire. Elle est belle Sang Jang Sang. Pas bon Jang Sang raté que vous faites maintenant. Elle me dit, waouh. Comme elle ne travaille pas depuis, elle passe son temps sur Internet parce qu'elle cherche le travail. Donc, elle a fouillé les sites sur Internet, fouillé les pages des sociétés, fouillé les noms des sociétés. Arrivée où il y a la page de la société de son mari, elle a vu là qu'on cherchait, la société de son mari recrutait. Quand elle arrive à la maison, elle dit à son mari que ouais, tambour. Oh, ça tombe bien. J'ai vu sur Internet que dans votre société, on recrute les gens. Vu mon âge, mon bagage intellectuel, je voulais faire ma demande pour venir déposer là-bas. Monsieur a dit non, 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 bougez. Non, 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 je ne veux même pas entendre. Fais ta demande, tu vas déposer n'importe où, mais pas dans ma société. Elle me dit que mais. Et le recrutement là même, il y a les gens qu'on voulait, c'est la filière qu'elle a fait à l'école. On a demandé ces gens-là, elle a fait une filière parmi les gens qu'on a demandé, parmi la demande là. Que pardon, que c'est sa filière qu'elle a fait à l'école, que pardon chérie, laisse-moi aller travailler, c'est pourquoi on essaie de joindre les deux bouts. Je n'aimerais pas qu'à la longue on m'appelle consommatrice. Son mari a dit, ma chérie, quand je parle, mes ordres ne se disputent pas. Si tu viens dans ma société, tu vas seulement venir m'espionner. Va déposer ta demande n'importe où. Elle me dit que non, elle va seulement aller déposer dans la société de son mari. Soit le mariage se gâte. Je dis non, une femme ne doit pas se comporter comme toi. Elle a commencé à dire que moi aussi, elle ne voulait pas son bien. J'ai dit que ok. Comme je ne veux pas ton bien, je vais poser ton problème aux téléspectateurs. Chers messieurs, chers parents, chers petits frères, votre épouse veut déposer sa demande dans votre société parce que votre société recrute. Est-ce que vous allez accepter? Oui ou non? Est-ce qu'au nom de l'amour même, vous ne pouvez pas accepter pour que si on la recrute, le salaire, vous essayez de joindre les deux bouts? Point d'interrogation, je ne sais pas si... Mes questions ont de place, Bobo. Mes questions ont de sens. C'est une question, des questions qu'on pourrait se poser ce matin de façon naturelle. Et de très bonnes questions, des questions pertinentes qui ont du sens. Et dire que je connais un couple qui, dans ce sens-là d'ailleurs, s'inscrit dans cette logique. Un homme qui a son entreprise, il a donc dû nommer sa femme dans l'entreprise comme directrice générale. Donc elle assure tout ce qu'il y a comme gestion de l'entreprise au quotidien. Un couple qui le vit tant bien que mal parce que à l'origine, l'homme a souvent confié cette gestion-là à des personnes qui lui ont souvent floué, qui lui ont volé de l'argent. Il a estimé que son épouse pouvait être celle capable d'assurer une gestion saine des finances de l'entreprise. Donc, il lui a confié tout cela. Alors, Moro Bengan, comment comprendre l'attitude de cet homme qui semble fermé, réfractaire à toute possibilité de recruter son épouse dans l'entreprise? Est-ce à dire que l'homme ne voudrait pas mettre ses œufs dans le même panier, comme on peut le dire au quotidien, ou bien simplement il craint un certain espionnage, de son épouse? Non, je ne sais pas exactement. Il a parlé d'espionnage, oui. On ne peut pas évacuer ça non plus, puisque c'est lui-même qui l'a dit. Mais il faut dire que c'est rare la situation des cas où les deux époux travaillent dans la même entreprise, qui n'est pas une entreprise familiale. C'est vraiment rare. Parce que ici, l'homme connaît l'environnement de son entreprise. Il connaît son épouse. Bon, il s'est dit que là, si tous les deux, ils sont dans la même entreprise, ça ne pourrait pas être, j'allais dire, ça ne peut pas apporter de l'harmonie souhaitée, simplement parce qu'il faut arrondir les fins du mois. J'ai personnellement vu des couples, je pense qu'il y en a eu un, que je connais particulièrement, qui travaillait à la Camer à l'époque.
et un autre qui travaillait à la Sonnelle et à l'UQAM également, il y en a 2, mais il y avait toujours des disputes, effectivement liées à des problèmes qu'on n'arrivait pas à dire. Oui. Voilà, qu'on n'arrivait pas alors, à avant déceler. que bon, le continue, je voudrais avoir une précision tendance. Est-ce que l'entreprise appartient au monsieur? Non, c'est l'entreprise de quelqu'un. Oh, il travaille, mais d'accord. lui, il est au courant aussi qu'on a que depuis 2 semaines, on recrute les gens. Il n'a pas dit à sa femme parce qu'il ne veut pas. Ok, Voilà. d'accord, ok, Donc, on va continuer. D'accord. L'expérience que j'ai de ces choses-là, y compris dans l'armée, même lorsque les 2 époux sont là dans l'armée ou dans la police, et je connais même qu'ils sont 2 magistrats, ça n'a toujours pas donné, j'allais dire, l'harmonie qu'on voulait. Alors qu'ils vivent bien, mais lorsqu'on commence à parler de problèmes de profession ensemble, sont dans la vie, ça apportait toujours, j'allais dire, des dissensions qu'on n'arrivait pas. Alors, ça vient de quoi? Ça relève de quoi? Du fait que la femme peut-être a un poste plus élevé dans l'entreprise? C'est justement là le problème. Parce qu'ils ne vous diront jamais clairement pourquoi ils sont en bisbille, comme on dit. Est-ce qu'on a dragué la femme là? Est-ce que c'est l'homme qui a dragué les filles? On ne sait pas. Est-ce que le salaire de la femme est plus élevé que le salaire de son mari? Est-ce que la femme a eu une promotion où elle va commander son mari? Vous ne savez pas grand-chose, puisque en fait, les affaires de couple, on ne les dévoile pas. Mais toujours est-il que toute la petite expérience que j'ai pour ces couples que j'ai côtoyés, c'est qu'il y avait toujours des problèmes. Donc je pense que madame ici devrait comprendre ça et se dire que comme ils sont en harmonie, vraiment qu'ils préfèrent et que l'homme continue à subvenir aux besoins de la famille, vraiment qu'il trouve une opportunité ailleurs que là où travaille son époux. Oui. Florazé, on a tout de suite compris la position claire et nette sur ce plateau de Waobengan qui est clair. Il ne souhaite pas que cette femme travaille dans la même entreprise que son homme. Alors vous direz quoi? Que cette femme est victime d'une certaine partition de ses droits à l'emploi, au travail, quel que soit où elle travaille? Non, je veux comprendre, je comprends l'attitude de l'homme. Vous savez, il y a des hommes qui sont marginalisés dans leur entreprise, qui sont toutefois qui sont maltraités aussi dans les entreprises. Donc, vous imaginez, votre femme est dans la même entreprise que vous et puis un patron qui crie sur vous à longueur de journée, votre femme qui est là, qui regarde, peut-être qui pleure en douce dans son bureau. C'est souvent compliqué. Et aussi dans le couple, les 2 partenaires ont souvent besoin d'espace aussi. Ça, je comprends très bien. Donc, et je suis quand même d'accord avec Bombo, peut-être à 40%, où justement, c'est-à-dire qu'on peut remettre sur la table le complexe de supériorité. Vous savez, l'homme reste le chef de la famille, il a également son orgueil. La femme qui vient justement dans cette entreprise, qui sera recrutée demain, comment sera-t-elle justement dans cette même entreprise? Quelle sera la situation de l'homme, etc. Et tout ça, ça compte. Alors maintenant, pour ne pas briser l'harmonie du couple, je demanderai à la femme, si l'homme s'est opposé, de rester tranquille, peut-être de chercher notre place ailleurs. Parce que même pour nous, même personnellement, on a toujours besoin de notre espace, on a besoin de vivre nous-mêmes sur notre propre surface. Alors, et encore bien quand c'est notre domaine professionnel. Vous nous dites sur le plateau que vous avez compris l'homme. Oui, je comprends bien l'homme. Est-ce que vous comprenez la femme? Oui, je comprends la femme qui souhaite travailler. Dans le sens où elle veut travailler. Et quand j'écoute Tendance, elle est là pour, c'est-à-dire qu'au niveau financier, c'est-à-dire elle veut capitaliser, elle va à tout prix. C'est ça le cœur de la femme. Mais sauf que la réalité est là. Vous avez un homme qui est en face de vous, qui est le chef de la famille. Vous pensez qu'elle n'a pas entrevu toutes ces réalités que vous décrivez sur ce plateau? Non, elle a un peu parlé, je crois que... Vous pensez qu'elle ne pense pas ça, qu'elle n'a pas mesuré suffisamment les enjeux d'un tel recrutement? Non, parce que je suis sûre que une fois dans cette entreprise, elle vivra mal justement cette atmosphère, parce que c'est pas comme si monsieur a créé une entreprise. Bref, vous êtes dans une entreprise familiale où monsieur est le DG. Par exemple, je vais prendre de façon basique, monsieur a une quincaillerie, il supervise, vous êtes à la caisse, etc. Peut-être le fils est... Vraiment, c'est ça, c'est différent. Maintenant, quand vous êtes dans une entreprise comme employé simple, c'est très compliqué, ça aura un impact très lourd dans la vie de couple. Moi, je suis pour l'harmonie, je suis pour l'espace dans le couple, et je dirais à la femme de prendre son mal en patience et de convaincre plutôt l'homme à nous chercher une autre place dans une autre entreprise.
Ok, alors Charles-Amel, tout le monde semble convoyer vers la même direction sur ce plateau et me dire et dire aussi à ceux qui nous regardent ce matin que c'est quasiment impossible pour une femme et un homme de bosser dans une même entreprise parce que évidemment les raisons évoquées ont été évoquées ici suffisamment. Alors vous êtes dans cette même tasse, dans cette même ligne, sur cette même ligne, vous vous inscrivez en droite ligne avec ce qui était dit sur ce plateau déjà? Alors, il faut dire quand même que Eric Fopoussi, on devrait voir cela comme un triptyque. Pourquoi je parle de triptyque? Parce que le premier point est un projet de vie. Un projet de vie commun, on se dit, on se met ensemble, on va faire 4 enfants, on va faire 5 enfants. On a déjà fait des diplômes et tout ça, on met d'abord de côté, on s'organise, tu accouches et après l'accouchement, on verra. Oui, après l'accouchement, c'est vrai que l'histoire ne nous dit pas si les enfants sont petits ou pas, s'il y a des enfants même dans le foyer. Aujourd'hui, c'est une question, elle veut travailler, elle veut sortir de la maison. Est-ce qu'il y a eu un débat préalable avec son époux bien avant? Je pense que non, il n'y a pas eu de débat avec son époux. C'est une femme qui a pris sur elle de vouloir sortir et de vouloir travailler. Elle a décidé de vouloir se battre. Elle a commencé à mener des investigations à l'insu de son mari. Parce que ça, elle n'a pas associé son mari à ce projet en disant, écoute, voilà, les enfants ont déjà grandi, voilà, je suis déjà à X, je suis à Y, je voudrais travailler. Non. Elle a passé le temps à travailler, j'irai même plus loin en disant qu'elle a passé même le temps à épier même l'entreprise de son mari, puisque ce n'est pas le mari qui l'a informé. C'est pas des mécanismes qui lui sont propres. Oui, puisque lui-même personnellement... Pourquoi vous voulez toujours justifier? C'est mon point de vue. C'est pas des mécanismes. Elle va chercher quoi dans l'entreprise de son mari? C'est pas des mécanismes qui lui sont propres qu'elle va fouiller donc et découvrir véritablement ce qui se passe. Il y a ça, il n'y a aucune différence pour ces femmes qui passent le temps, au lieu de se reposer, aller fouiller l'ensemble des réseaux sociaux pour voir l'ensemble des activités de leur mari. Donc c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. Donc pour dire donc sur le fond encore vous confirmez la thèse de l'espionnage. De l'espionnage, parce qu'elle est allée espionner. Maintenant, du moment qu'elle trouve, c'est là où elle soulève le débat. Elle ne soulève pas le débat dans le sens, je veux travailler. Est-ce que tu ne connais pas? Non, j'ai appris que dans ta société, voilà comment elle commence. J'ai suivi bien l'histoire, j'ai appris dans ta société, on recrute. Est-ce que tu me permets d'aller déposer les dossiers? Comment est-ce que tu as su qu'on recrutait dans mon entreprise? Qui est-ce que tu connais? Ça fait débat, parce que là, il y a espionnage. Vous avez évoqué une Mais Charles-Amel, tendance a dit tout à l'heure, elle a eu deux enquête points. Le troisième point, c'est lequel, Charles-Amel? Elle enquête d'emploi, Charles-Amel. Vous avez évoqué un triptyque. Elle cherche partout. Vous avez pris le premier, deuxième. Le troisième point, c'est lequel? Le troisième point, c'est que les entreprises aujourd'hui, en Afrique, au lieu d'être un lieu d'épanouissement, sont un lieu de frustration, un lieu d'épanouissement. Je souhaiterais vivement que le JICAM, les CAM, le MECAM, trouvent des stratégies pour pouvoir perfectionner l'ensemble des cadres africains, parce qu'aujourd'hui, l'expérience a démontré que la majeure partie des entreprises, au lieu d'évoluer, se retrouvent parfois à sombrer. Pourtant, elles avaient tout pour réussir à cause d'un aspect simple, le management des personnes. Donc, ce monsieur peut se retrouver dans une situation où lui-même est un frustré, lui-même est une personne qui est constamment humiliée, lui-même est une personne qui ne parvient pas à s'affirmer, qui ne parvient pas à joindre debout, et ou qui se sert d'autres subterfuges pour pouvoir réussir, et qui veut affirmer, continuer à affirmer perpétuellement son rôle de chef de famille, et qui ne souhaiterait pas que sa femme, une fois dans l'entreprise, découvre c'est russe. Moi, je vous écoute très bien sur ce plateau ce matin et je me dis, mais comment on peut avoir ce type de raisonnement, le raisonnement que vous avez ce matin, et avoir le constat, parce que vous ne voulez pas dupe, vous avez le constat clair que dans les entreprises, souvent naissent des relations entre collègues. Ça veut dire qu'on est bien content de mener une relation amoureuse avec une collègue sans se soucier du climat de l'entreprise, sans se soucier de ce que le patron est le plus souvent maltraitant dans certaines situations. Mais lorsqu'il s'agit de sa femme, on est beaucoup plus, de son conjoint, on est beaucoup plus sceptique. Florazé. Oui, les relations amoureuses peuvent naître partout, Eric. Il faut pousser. On n'a pas un cœur en haut. Ça naît partout. Mais maintenant, ça... Les êtres humains, un monde donné, quand on parle d'amour, oui. Attendez, il y en a qui vont décider. C'est-à-dire, si ce n'est pas un béguin, si ce n'est pas une question d'attirance physique, sexuelle et autres, si vous prenez la relation au sérieux, vous prenez sur vous maintenant d'avoir des engagements fermes, notamment
que l'un des deux décide de partir, je dis toujours que ça aura un impact très très important sur la vie de couple. Et je suis d'accord avec le troisième point qu'a évoqué Charles Hamel. Donc moi, personne, pour la femme, si j'étais à la place de la femme, vraiment je n'insisterais pas. Alors je vais dire, c'est une femme qui est en quête de boulot, de travail. Donc elle a le droit de fouiller, de farfouiller un peu partout sur les sites et autres. Et de venir informer son mari pour dire, ok chérie, j'ai constaté que, pourquoi? Parce que l'homme, à ce moment-là, est la paroi, je vais dire, de paroi la plus efficace pour qu'elle puisse entrer dans cette entreprise. Maintenant, il y a un problème qui s'oppose. Monsieur travaille dans cette entreprise. Oui. Comment gérer? Certains couples vous diront, non, moi, j'accepte que ma femme travaille avec moi et autres. Mais je dirais après que ça aura un impact très important. Parce que j'estime que dans le couple, les deux, à un moment donné, ont besoin d'espace. On a besoin de gérer certaines questions hors de monsieur, hors de madame. On a vu des, je l'ai dit à l'entame de ce débat, on a vu, pour que ce ne soit pas un fait qu'on relève beaucoup trop sur ce plateau ce matin, on a vu des couples qui travaillent ensemble, qui mènent des projets ensemble pendant 20, 30, 50 ans et qui mettent en place de grandes choses ensemble. Donc, votre argument, c'est vous qui l'avez, votre argument de chacun à son espace. Moi, ça me paraît un peu, toujours, peu gros quand même. Non, en couple, on a toujours besoin d'espace. À un moment donné. Ça me paraît un peu gros parce que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est en amour avec une personne. Oui, quand vous dites espace, c'est pas qu'il faut se séparer, mais il y a... Voilà. Les hommes allaient dans l'Afrique antique, les hommes allaient défricher les champs. Ils revenaient sa clé brûlée. Les femmes revenaient creuser la terre, s'aimer, et les hommes venaient aider les femmes à récolter. Jamais c'était une affaire constante où les deux allaient dans le champ. Bon, il faut dire que c'est que sauf que moi, j'ai vu, par exemple, j'ai vu des couples, il y a des gens qui prennent le sentiment à un moment donné. On a vu des hommes qui travaillent avec leurs femmes, à des moments qui sacrifient même leur vie de couple parce qu'ils cherchent l'intérêt, je peux vous le dire, hein, parce qu'ils cherchent l'intérêt, ils sacrifient leur vie de couple. Il n'y a pas que l'intérêt derrière. Non, je dis sacrifier le couple en disant, écoute, si ce gars peut nous ramener de l'argent, alors tu le séduis, tu le ramènes, tu nous ramènes ce pognon. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Il y a des gens comme ça qui sont prêts à tout avec leur épouse. On a vu des gens qui se baladent avec leur femme, qui prostituent leur femme et qui s'enrichissent derrière leur femme. Donc, dire qu'on a vu des gens, ce n'est pas que je dis, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Il y a des gens qui ont réussi à faire cette exception, mais je vous assure, pour la plupart, la femme est pour beaucoup dans la réussite. Alors, tendance, peut-être aussi une réaction sur cette histoire qui suscite beaucoup de passion ce matin. Travailler dans la même société que mon mari. Hey, c'est pour mourir avant le temps. C'est pour mourir sans nourrir mes enfants. Il y a un bonbon. C'est qu'à midi, qu'on m'a dit, c'est l'heure de la pause, comme aller au poisson. Si le bon mari m'avait vu de mes collègues, je vais dire que c'est celui qui a quelque chose qui ne va pas. Oui, mon cœur va me ronger. Quand il va marcher, il va contrôler ses faits et gestes. Quand son téléphone va me sonner, je vais demander qui t'a appelé. Tout ça là, vraiment, si l'homme refuse, non, maman, reste tranquille. Mais ça dépend aussi de la société. Il y a les horaires de service, ça dépend. Si la société est grande et que ce que j'ai fait, c'est la même chose que tu fais, pour une interrogation. Si on parvient à me recruter, toi mon homme, si par amour, si tu m'aimes, ou non, le vrai amour, pas que tu m'estimes, parce qu'il y a aimé et estimé, ne confondez pas. Si tu m'aimes et qu'on me recrute, nos heures de service ne vont pas être les mêmes. Tu peux même plaider auprès de ton patron que papa, pardon. Que ma femme peut travailler de telle à telle heure, moi aussi je viens. Parce que c'est souvent difficile, bon. Quand tu es avec ton mari dans une même société, moi ne peux pas, quand il va bouger, je vais dire que tu étais où? Tu étais avec qui? Quand il va un peu bouger, je vais dire que je vois un peu comment tu fais la collègue là. Vous faites les choses qui ne me plaisent pas. Tu vas commencer à manigancer. On se connaît entre nous les femmes. Mais pour ne pas rendre les femmes rebelles, c'est aussi mieux de rester tranquille. Maman cherche ailleurs. Mais je pouvais aussi conseiller l'homme là, ça dépend. Oui, ça dépend aussi. Mais tendance, finalement, tu dis quoi là, regarde, je suis de deux côtés. Non, c'est pas possible. On peut être deux côtés comme ça. Il faut être précis. Ça dépend. Oui. Ça dépend aussi du salaire. Si peut-être, mon salaire c'est peut-être 500 000 francs. Et qu'il me paie de 500 000 francs le mois, parce que monsieur va être jaloux, ça fait un peu un genre. Donc, tu vois, moi je suis dans l'embarras du choix. Je ne sais pas comment il va répondre à la question là. Dit que la femme attend. Je dis qu'elle laisse. Mieux ailleurs, oui, qu'elle laisse. Maman, oui, laisse quand même. Mais il y a quand même un maire dedans toujours. Oui, quand même. Il se reproche de quoi?
Mais et si c'est elle alors, et si c'est elle qu'un collègue va amener? Imaginons même que tous les jours, pendant la pause de midi, le couple va manger et les collègues vont dire, mais toi, ta femme là, tu ne la libères pas, ça va créer toujours des problèmes. Ouais, c'est pour ça qu'elle dit que ça. Donc, mieux vaut qu'elle ne travaille pas ensemble. Même si mon collègue m'invite, il va tout chercher à pistonner. Il va même demander à quelqu'un de la société que drague ma femme. Non, mais vous pensez que non, arrêtons quand même. Vous pensez que quand vos femmes sont dans leurs entreprises là-bas ou bien quand elles sont à la maison, elles ne sont pas draguées? Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce plateau? Et quand ça se fait la femme se fait, il faut avoir une certaine hauteur pour oui, il faut avoir une certaine hauteur, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas rester avoir des suspicions à chaque seconde. Non. Et il faut pousser une certaine hauteur au boulot. Parce que justement, vous voulez peut-être privilégier ou préserver votre intimité. Mais à la maison, le climat, c'est ça en fait. Parce que vous êtes deux à travailler dans une même entreprise. Vous avez confiance à votre femme ou pas? Vous êtes toujours deux dans la maison. Il y aura tout. Je veux dire, c'est le même climat qui va prévaloir à la maison. Vous avez toujours des comptes à demander à madame. Je t'ai vu manger avec le DG, je t'ai vu manger avec ci, ça. Et pourquoi non? Pour éviter. Mais je pense que ça relève d'un manque de confiance en soi. Non, vous êtes un homme, c'est tout à fait normal que vous demandez des comptes à votre femme, qu'elle justifie un certain comportement vis-à-vis de vous en entreprise. Mais je dis donc que ça peut arriver, mais justement, ça va donc... C'est ça en fait. Ça va en fait sur l'harmonie de du couple. Votre amour est haut, tout ça. Donc pour éviter, il faut pousser et éviter de blesser votre orgueil d'homme, vaudrait mieux que la femme aille se trouver un autre emploi dans une autre entreprise. Moi-même, j'ai encore réfléchi. Vous me faites sourire sur ce plateau ce matin. En disant que maman, pardon, va chercher le travail ailleurs. Parce que parfois, quand tu es encore avec ton mari, là, il n'y a même plus l'amour. L'amour finit. Il te voit à la maison, il te voit au travail. Moi, pas de point. C'est compliqué de vivre j'ai fini par prendre un cap. Reste de ton côté. Quand tu le vois trop, l'amour finit. Et quand l'œil voit, le cœur fait mal. Parfois, il ne peut même rien avec sa collègue. Si tu es au bureau avec lui et que ta collègue vous dit, ouais, la chemise ici, arrangez comme ça, tu vas dire que je suis sûr que vous sortez ensemble. Même si vous ne sortez pas. Même si les caméramans et que je suis animatrice, je vais vous faire la jalousie. Quand on va l'envoyer un reporter, il va dire que tu es parti avec un reportage. Pourquoi on t'envoie qu'avec une fille? Pourquoi ce n'est qu'avec celle-là? Non. Non, au mieux on vous envoie homme-homme. Ça va créer tout un problème. Non, au mieux non, maman. Chacun cherche de son côté. On se retrouve à la maison le soir. D'accord, on aura bien compris. Sur ce plateau, la balance a penché à 100% pour une interdiction claire et nette pour un couple de travailler donc, dans la même entreprise. Mais je reste conscient et je reste confiant que c'est possible pour un couple qui sait ce qu'il veut de se retrouver au bureau ensemble sans qu'il y ait de bisbilles autour de ces affaires de jalousie et ce que vous nous racontez ici ce matin. Ça dépend de la maturité, de l'esprit, la hauteur qu'on peut avoir dans l'esprit et de la gestion qu'on a aussi de ce qu'on se considère nous-mêmes. Voilà. On va prendre quelques messages ce matin pour voir ce que pensent les personnes qui nous regardent, s'ils sont autant que vous aussi clairs et tranchés sur la question. Tout dépend des habitudes de votre épouse. Si elle est invivable à la maison, elle viendra vivre la même chose au boulot. Et si elle est pacifique, pourquoi pas, mais à 70 sur 100 cas, ça ne marche toujours pas. Autre SMS, je partage cet avis, car le monsieur dans le couple qui travaille dans une même entreprise subira toutes sortes de chantage à la moindre erreur que la femme cherche ailleurs. C'est Joseph de Cousséry qui réagit. Autre SMS ce matin, simplement, ton directeur peut vouloir ta femme. Elle refuse et il te vire. Bon, la manière que j'ai la tête du jeu, j'aime bagarrer. C'est que veut bagarrer. Par rapport à l'histoire du jour, je pense que la présence de la femme pourra mettre en danger le travail de son mari, surtout que connaissant l'environnement professionnel et les gens pourraient profiter de cette situation pour briser leur couple. C'est Alain depuis Yaoundé qui réagit. L'histoire du jour, c'est l'histoire du jour, moi particulièrement, je pense qu'un homme et sa femme ne doivent pas être dans la même structure, car dès lors que celle-ci travaille avec son mari, elle peut soit être arrogante, soit même côtoyée par les collègues de service. Donc pour moi, ce n'est pas évident, c'est Lionel Ndodopassi qui réagit. Alors donc, cette femme sort avec le patron de son mari, elle masque l'offre et le mari
Et le mari connaît. C'est Bernard Tapie de Bafoussam qui réagit. Il est plutôt un voyant. Voilà. Lui, il est plutôt un voyant et on comprend très bien quels sont les sens que vous donnez à cette histoire du jour. On comprend aussi qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'histoires, de suspicions autour de cela. Et je peux moi aussi peut-être vous suivre sur ce terrain, mais je continue évidemment à penser que quoi qu'il arrive, il y a toujours un moyen de gérer ce type de situation quand ça arrive. Merci donc à vous, Florazé, pour ces informations, pour ces SMS, pardon, lus avec autant de brio. Madame, Monsieur, merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Le Zénith, c'est au sommet. Je m'interroge ce jour sur la question de l'entretien routier de l'émergence 2035. À quoi nous servent véritablement tous les programmes d'entretien routier mis en place par tous? Tous les ministres qui défilent au ministère des Transports viennent avec des plans. Aux travaux publics viennent avec des plans. Oui, ils ont des plans. Ils ont des projets de conception. Mais hélas, lorsqu'on les enlève, nous sommes encore au début. On commence, mais jamais on ne finit. Pourtant, on sait voter les budgets. Nous entrons à peine dans une année élective que déjà je me demande comment est-ce que vont circuler les créatures de l'homme-lion dans le pays. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir? Parce qu'ils n'ont pas éclairé. Oui, regardez les routes, elles sont belles. La visibilité est bonne, on voit. On n'est plus surpris, on voit. On réfléchit avant de prendre les virages. Ah, c'est ça chez nous, oui. C'est ça, les herbes prennent les routes. C'est les pistes désormais chez nous. Soyez rassurés. Les prochaines échéances électorales au Cameroun approchent à pas de géant. Et les potentiels candidats cherchent déjà des arguments pour vous convaincre. Mais seulement, dites-nous, comment et où vont-ils circuler pendant cette année électorale, car le réseau routier du Cameroun, long de 50 000 km, se porte mal. Son entretien laisse à désirer. Oui, comme désirer. Regardez les routes. Comment comprendre que l'ensemble du patrimoine routier soit dans un état lamentable et que certains axes routiers du pays sont pour la plupart dégradés ou tout simplement inachevés? On ne prend plus la peine de défricher. On ne prend plus la peine de boucher les nids. On doit se battre. Comment comprendre que le réseau routier camerounais est mal à sa chaussée? Comment comprendre que les investissements sur le secteur routier sont à la traîne depuis plusieurs décennies, contrairement à la période de croissance des années 80, où le pays s'était doté d'infrastructures routières à la faveur d'une politique d'investissement intensif consécutif au plan quinquennaux? Mauvais état et qualité des réseaux routiers, chantiers inachevés et abandonnés, mauvaise qualité des ouvrages d'art, gestion approximative du volet géotechnique, études hydrauliques quasiment inexistantes, faible quantité de travaux d'assainissement, mauvaise gestion des barrières de pluie, médiocre performance des bureaux d'études chargés du contrôle, décision inappropriée de la maîtrise d'œuvre. Comment comprendre donc que le mauvais état des routes nationales soit dû à la gestion irrationnelle et approximative du réseau ou à un défaut criard d'entretien? On ne prend plus la peine. Ça, c'est un axe. Voici juste un axe sur l'axe lourd. L'axe lourd Douala-Bafoussam. Oui, voilà là où on circule. On est surpris au virage par des véhicules. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident? Je m'interroge. Plus de 76% des routes en terre sont dans un état de délabrement avancé, tandis que 86% des routes bitumées se trouvent dans un état au mieux médiocre. Comment comprendre que chaque année, des fonds soient débloqués pour la réhabilitation des pistes rurales? Curieusement, les chantiers dans ce domaine n'avancent pas beaucoup, quand ils ne sont tout simplement abandonnés par ceux qui, par copinage, affinité tribale ou ethnique, complicité ou simplement par laxisme, se voient attribuer des marchés publics. Savez-vous qu'en plus du premier ministère, 9 ministères et structures interviennent à des degrés divers en fonction de leur domaine de compétence? Savez-vous que cette démultiplication
cause des problèmes de coordination et du suivi susceptibles de conduire à l'inertie dans le traitement des dossiers, le suivi des chantiers et la conduite des travaux de maintenance. Savez-vous que le document ou que dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, l'entretien des routes constitue un volet important de la lutte contre la misère dans les ménages, avec des routes non aménagées, non entretenues. Comment voulez-vous qu'on évite les accidents? Comment voulez-vous qu'on évite d'avoir des problèmes avec nos véhicules? Point d'interrogation. Comment comprendre la hausse généralisée des prix observés sous forte contrainte budgétaire? Comment comprendre le mauvais état de l'axe Douala-Bafoussam, Yaoundé-Banganté-Bafoussam, présenté comme étant la route la plus lente à cause des mauvais états de la route et de la multiplication des dodanes? Bertoua Batouri Kenzou, inscrit dans le plan d'urgence triennal. Le tronçon Yokadouma-Molundu, Mapang, Angosas, Mboma, Ngalemendouga, Ndoumenteng et Doumé. L'axe Ayos-Bonis qui s'affaisse au fil des jours. N'en parlons plus de Boumie-Bendom, Poumangambe, Douala-Mouanko, Douala-Yabassi, Yabassi-Kondjok, Bafang, pour ne citer que cela, sont des véritables chemins de croix pour les usagers. Laissons tout cela, allons nous intéresser au mauvais état de route de Somaloma où se retrouve le docteur Yves Basson et du naufrage du bac de franchissement du fleuve Dja. Voilà des gens qui souffrent. On est en pleine période électorale. On entre déjà dans cette période. Comment donc comprendre que la communauté urbaine même de Douala, qui est en charge du bitumage des routes, ait carrément abandonné cette ville aux nids d'éléphants qui ont déjà établi leur véritable nid? Je m'interroge et je me pose ces questions, car aujourd'hui, l'entretien des routes laisse à décider ou laisse à désirer, même si on a décidé qu'en 2018, ça sera l'affaire désormais des mairies. Ok, merci infiniment Charlamel pour ce sujet qui nous permet de mettre le doigt sur ce qui va mal dans ce pays. Et souvent, j'ai un débat avec Corinne Esseux, Dr Corinne Esseux. Elle est chef cellule communication au MINTP et souvent elle me dit, Eric, les choses sont faites, sauf qu'il y a souvent une mauvaise foi de vous, les communicateurs, hommes de médias, pour ne pas dire exactement ce qui se passe. Hein. Mais j'ai envie de dire qu'après ce tableau que vous dressez ce matin, il y a lieu de s'interroger et surtout de s'inquiéter de ce qui se passe au Cameroun en ce moment, parce qu'ils nous ont inventé un terme au MINTP, travaux confortatifs. Ils l'ont dit à l'époque lorsqu'ils lançaient le projet pour réhabiliter la route Ngaoundéré-Garoua, pour dire que ces travaux-là étaient mis en place au MINTP. On peut également évoquer ici l'axe Balmayo, qui est vraiment, on va le dire, hein, dans un piteux état. Au Bengan, tout ce qu'on dit là maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de structures qui rentrent dans le cadre de ces routes qu'il faut réhabiliter. On a la Cour de la route, par exemple, qui se réunit souvent, beaucoup plus souvent. On a également, dans ce même sillage, le ministère des Transports qui peut également jouer son rôle. On a aussi les mairies qui peuvent gérer le cantonnage. Finalement, on ne s'y retrouve pas. Expliquez-nous, sur un plan vraiment juridique, pour qu'on comprenne mieux comment prendre et comprendre ce sujet. Mais on ne peut comprendre mieux que si on dit la vérité, même avec petit v. Et vous avez commencé à décliner certains axes. Justement, oui. Le problème c'est que le président de la République ne comprend pas. Vous avez énuméré certains ministères. Où avez-vous placé le ministère des Travaux publics? Le MINTP, effectivement. Voilà, le ministère des Travaux publics. Et le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et du Développement urbain. Oui. Voilà. Le ministère, j'allais dire, des petites et moyennes entreprises, parce que vous avez dit aussi les rues locales qui vont soumissionner pour reprofiler les routes. Donc, vous avez, il y a beaucoup de choses. Encore que, voilà, le ministère des marchés publics aussi. La Cour de la route qui se réunit le ministère des marchés publics. Le ministère, oui. Voilà. L'autre difficulté pour comprendre, parce que là, on ne peut pas comprendre, même si on entre dans cet ordonnancement ou alors dans ces nouvelles attributions données par le chef de l'État, je pense la dernière fois c'était le 9 décembre 2011, oui. Donc il a redéfini tous ces axes-là. Vous verrez que le ministère des marchés publics est rattaché à la présidence de la République. Ce n'est pas, il a dit que le Premier ministre n'est pas leur coordinateur. Donc ça se gère plutôt à la présidence de la République. Donc ça devient, j'allais dire, illisible. Il faut dire les mots comme ils sont. Ça devient illisible. Et c'est ça la principale difficulté à laquelle
s'est confronté le chef de l'État lui-même. Alors, je tiens à vous dire, pourquoi on avance dans le débat. Alors, j'ai changé un temps avec Corinne et ceux qui, comme je l'ai dit, trop public. Je voulais en venir et elle me disait, elle disait ceci. Elle disait, dans le cadre des routes qu'il faut réhabiliter, il y a un problème, c'est que les routes souvent sont tellement en piteux état qu'il est souvent obligé de refaire tout le corps de la chaussée au final. Ça, c'était pour elle un cas précis. Maintenant, pour le cas des routes construites, elle disait qu'il y avait des processus d'organisation qui prenaient du temps et les routes mettaient du temps également à être livrées. Le problème est simple. Répondez-lui ceci. Oui. Nous qui avons un certain âge, nous sommes d'une certaine génération, lorsque le chef de l'État lance sa campagne électorale 2004, il dit bien, politique le Cameroun des grandes ambitions. Et il met priorité à l'infrastructure routière. Regardez bien cette campagne, c'est ce qui est mis. Nous donc qui sommes d'une certaine génération, nous avions pensé qu'enfin, il y aurait des engins dans les délégations départementales des travaux publics et transports comme l'en était à l'époque. À l'époque où lui, il était Premier ministre, le président de la République. On avait dit, enfin, il est en train de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, pour reprendre l'expression consacrée des pouvoirs publics. Donc, il y avait dans tous les départements, à l'époque, il y avait 48 départements. Et chaque département avait des engins d'exploitation. Et même par la période de saison cacaoyère, il y avait, en plus de ce que faisait Sodecao, il y avait que l'État procédait à des reprofilages des routes. Mais c'était davantage accentué dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, parce que eux, la décentralisation était tellement que les mairies l'arrondissement là-bas, on parlait à une certaine époque de mairie de plein d'exercices et d'autres, mais les mairies procédaient au reprofilage des routes on vous dit, à créer ou à reprofiler. Maintenant, le bitumage était un projet d'appel d'offres international. Vous voyez donc même l'axe, la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, doit relier les deux capitales, les deux principales villes du pays. Nous offrons, vous dit, ça tombe ici, tel là-bas, tel autre. Donc c'était comme ça, chantier moderne par là. Donc c'était sectionné de telle manière que Charles était élaboré. Merci. Charles Abel souhaite peut-être répondre aux deux arguments avancés par les pouvoirs publics pour nous expliquer pourquoi souvent ça coince. Pourquoi on Madame Corinne et ceux, s'il vous plaît, arrêtez d'enfumer Eric Foposi. S'il vous plaît. Arrêtez d'enfumer Eric. Madame Corinne et ceux, arrêtez de l'enfumer. Elle fait son job. Attention. Non, quand on signe un contrat, c'est pas son job. Il y a des matériaux de construction. Est-ce que vous savez que la route Ayos-Bonissafes s'est affaissée 7 jours après qu'on ait ouvert cette voie? J'allais en venir. 7 jours après qu'on ait ouvert la route, s'est affaissée. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Avec le concours, pardon, la régie, s'il vous plaît, remettez les images de tout à l'heure, s'il vous plaît. Juste 5 secondes, la régie. Je vous en prie, revenons sur les images de tout à l'heure, vraiment. Je voudrais présenter quelque chose. Accélérez, s'il vous plaît, au niveau de la régie, parce que lorsqu'on parle, il faut que Mme Corinne et ceux comprennent qu'ils doivent ici. Montrez-nous où est-ce qu'ils vont circuler, vont marcher les piétons. Les piétons vont passer où? Montrez-moi. Ils entrent en brousse. Les piétons passent comment? Là, à ce niveau. Demandez à M. Ngaroundou Messi où est-ce que l'espace de piétons, regardez. Dans où il y a les garde-fous. Vous voyez les garde-fous? Vous voyez les garde-fous là? Non. Dans les garde-fous. Voilà nos actions lourdes. Non, pour terminer, donc je vous disais, dernièrement, il a dit, on replace. Charles, très bien. Une étude, lorsqu'on veut lancer, à l'époque, on parlait de l'autoroute aidée à Kribi. Ce n'est pas l'autoroute qui est là. Sauf qu'actuellement, j'ai visité le chantier, c'est l'autoroute. Ah, d'accord. Mais surtout que je trouve que ça a été quand même. Comme il y a aussi l'autoroute le palais de congrès entre les deux voies, c'est actuellement en cours de construction. Entre les deux voies, ils ont prévu un chemin de fer. Ah, d'accord. Mais le problème est le suivant. C'est extrêmement novateur. Pourquoi on en parlait précisément? Les études ont montré qu'il existait 360 bus entre Douala et Yaoundé. Et avec le trafic venant de Kribi, de port en eau profonde, qu'on a changé de nom, on reviendra dessus, il était possible que ces bus-là, ces 360 bus, puissent s'effondrer.
on n'a rien fait et les bus ont commencé à s'effondrer. Oui. Il y en a même une qui s'est effondrée au lieu de Mapoubi. Le président allait failli être coincé à Kribi. Quand pour lancer sa campagne électorale de 2011, il rentrait de Douala, il allait séjourner à Kribi. La même nuit, ça s'est effondré. Le génie militaire a fait ce qu'il a fait. Et je confirme qu'actuellement, les bus continuent à s'effondrer à un rythme effréné. Donc alors on parle là maintenant. Dites donc à ces dames que voilà, c'est eux-mêmes qu'ils avaient dit qu'ils allaient refaire. Même lorsqu'on confie le reprofilage Douala-Yaoundé à une entreprise que je ne citerai pas ici, ils avaient oublié de lui dire que le péage, poste de péage de Boumiébé était en état de délabrement avancé. Oui. Magna, il les a surpris. Ils étaient obligés de faire un avenant. On fait un avenant pour Boumiébé. Mais ils oublient également le péage de Déa, on était obligé de déplacer, mais le tas est là. Donc en fait, pour vous dire que dites à cette dame qu'elle revoie... Non, mais elle nous regarde ce matin, donc elle est au courant de ce qu'on se dit. C'est pas une question d'échange entre elle et moi. La Banque africaine de développement, lorsqu'elle a annoncé, je parle de cette dame parce qu'elle parle au nom du gouvernement, que Bafoussam Bamenda, notamment Babadou Bamenda, là-bas a donné 115 milliards. Aujourd'hui, même pas un coup de pelle a commencé. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part. Non, les travaux... Gaoundéré Garoua. Je peux vous laisser dire ça sur ce point. Voilà, Gaoundéré Garoua. Quand on va à la nationale numéro 1, juste après l'entrée de l'université, ça a été effondré. Oui, mais là c'est clair. Et le délégué régional, il nous regarde là. Des travaux publics de la Damawa, a dit qu'il n'avait pas les moyens. C'est grave parce que l'axe Gaoundéré-Garoua, c'est extrêmement grave. Alors là, c'est vraiment un cafénaum total. Alors, vous oubliez Marois? Oui. Pour Marois, ça ne vaut pas la peine. J'ai marré de la gestion. Marois, ça ne vaut pas la peine. Oui. Mais j'essaie de... Bon, pour qu'on soit clair sur ce plateau, Charles Hamel et... Bon, Bengan, je ne suis pas enfumé. D'abord, c'est compliqué comme enfume déjà. Donc je le relève pour qu'on essaie d'échanger ici, sur ce plateau. Sinon j'aurais tué cette information qu'elle m'a passée tout récemment, donc j'aurais tué l'information, mais je l'ai quand même relayée pour qu'ensemble on puisse apprécier la réalité des faits et ce qu'elle dit. Voilà, c'est simple. Alors Florazé, on parle des routes. On parle de l'état de l'abrément avancé des routes au Cameroun. Vous, quel est votre regard? Elle avait dit ici qu'elle venait de Bonjour, le truc pourrissait là-bas parce qu'il n'y avait pas... Oui, Mbombo, déjà. Mais j'ai entendu quelque part... Quel est l'ordre de priorité au Cameroun quand il s'agit de Les infrastructures routières, c'est ce que le chef de l'État a dit en 2004. On organise une CAN qui va se dérouler en 2019. Où sont les routes? Où sont les routes? Maintenant, aujourd'hui, même en termes d'économie, tout est en ralentissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a déjà pas d'accès. L'accès, on vient de voir tout simplement, ça c'est juste une petite image, et c'est pratiquement le même état des pistes qu'on nous propose comme route qu'on retrouve à travers toutes les routes du pays. Alors, comment on peut penser à un Cameroun émergent, justement, si on se retrouve dans le moindre basique où on ne réussit pas déjà à satisfaire le Cameroun? Alors, ceux qui nous regardent à l'extérieur, même quand ils veulent venir ici, même quand ils s'informent généralement pour venir ici sur le thème touristique, on propose quoi comme route? Qu'est-ce qu'on veut vendre? Qu'est-ce que le Cameroun a à proposer? Qu'est-ce que le Cameroun a à vendre si déjà il n'y a pas de route? Mais ça n'inspire pas aux gens. Et voilà pourquoi certains jeunes préfèrent aller même crever dans la mer Erifopoussi pour aller vivre, je ne sais pas moi, où ailleurs, pour espérer former un certain rêve. Si déjà, justement, le bien-être n'est pas déjà suivi par les autorités qui nous dirigent, pourquoi on a relevé sur ces mêmes antennes qu'il faut tout déraciner et mettre les personnes, les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et qui est-ce qui est habilité pour le faire? C'est le chef de l'État. Certains diront que le chef de l'État est mal entouré. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est le chef de l'État qui a la possibilité justement de faire tout cela. Ok, très bien. Alors, j'ai tendance sur ce sujet, une réaction... Flore a dit qu'elle ne voit pas les routes. Rapide. Elle ne voit pas les routes. Elle ne voit pas les routes. Moi, elle voit. Mais c'est un partout de combattants qui tombent de chez moi pour venir au boulot. Je vois les routes à Douala. Là, c'est Douala Yaoundé, je vois. Tu as dit qu'on peut vendre du poids au Cameroun. Le du jour, on ne sait pas que c'est au Cameroun. C'est touristique. Kribi. On tombe pas à Kribi, on ne sait pas que c'est... On ne peut pas se vanter avec Kribi. La plage. Et à Limbe, on peut. Mais sauf que moi, on va parler du péage tout à l'heure. Le péage, quand tu arrives en allant avec Kribi, on dit à tout le monde que descendez. Les toilettes qui sont là-bas sont propres. Si ta chose tombe là-bas, tu peux ramasser, manger. Les toilettes là sont propres jusqu'à...
Ma première fois d'arriver dans les toilettes, elle m'a dit que waouh, si elle pouvait vivre à Kribi. Quand elle parle de la propriété, ça veut dire quoi? Même les mouches ne restent plus là-bas. Tellement c'est sale. Ce n'est même pas pour le genre de propriété que je te dis que c'est sale, tu ne peux pas imaginer. Quand tu es en route, tu vois seulement les toilettes où les policiers restent. Très bien. Là. Merci, Tendance. Charles, est-ce qu'on peut parler, lorsqu'on parle de ce sujet, d'un problème d'argent? Ce n'est pas un problème d'argent, c'est une question de volonté. Oui. Lorsque vous prenez le boulevard de la République, vous prenez le boulevard de Leclerc, vous prenez, les gens ne vont pas comprendre, vraiment des salons on prend de Bonacquamois jusqu'à l'école publique. Il y a un trou qui s'est formé à côté de avant la pharmacie mondiale. Il y a un gros trou de ce côté. On ne sait pas qui a creusé quoi, qui voulait réparer quoi. Toujours est-il que les affaires des fibres optiques et tout ça, c'est entre eux. Désormais, à ce niveau, vous êtes obligé de faire un détour. Les voitures ne parviennent plus à rentrer parce qu'il y a un gros nid. Vous arrivez à l'école publique, vous redescendez, vous voulez arriver à Anse Raphaël. Au niveau de Bepanda 7e, on la descente de Bepanda 7e. Avant le pont, là. Avant, vous avez des nids qui sont des deux côtés désormais. Pour pouvoir circuler, c'est des problèmes. Passons. Vous arrivez ici à deux églises. À deux églises, vous voulez prendre l'axe. C'est pour aller ressortir vers, comment on appelle cet endroit-là, ancien bateau là, je pense bien. Toute cette axe est la rue Pau. La rue Pau. Vous ne pouvez pas circuler de ce côté. Passons. Nous allons du côté de Mbopi. Sur l'axe de Mbopi, ça ne va toujours pas. Des gros nids qui sont à ce niveau, ralentissement. Passons. Allons du côté de Kouloulou. Sur l'axe de Kouloulou, devant la gendarmerie Kouloulou, des gros nids. Vous ne pouvez pas. Mais vous voulez qu'on vous parle de quoi? Les rails même à Niala vont s'effondrer. Au niveau même derrière l'observatoire, du camp Mbopi. À ce niveau, vous avez des gros trous qui sont à ce niveau. Mais vous voulez qu'on vous parle de quoi dans un pays? Le passage à niveau de Niala. C'est un camion de Poutsolane qui va manquer. Quand les gens détournent même des camions qui sont... Vous faites même placer vous seulement la nuit. Vous allez voir que les camions qui sont chargés de construire les buses au niveau de Makepe, Misoke. Les axes de Makepe, Misoke, le pont qu'on a oublié, les gens achètent les camions sur la voie. C'est-à-dire le camion arrive, on dit arrête, on te donne combien? On paye là. Vous imaginez ce pays dans ce pays, tout est acheté dans ce pays. Que font nos maires? Que fait le délégué? Pour nous les femmes, Be Light. Dire qu'on peut questionner, vous l'avez dit tout à l'heure ici un peu en filigrane, les procédures d'octroi de marchés publics au Cameroun qui souvent obéissent à des règles de clientélisme et de corruption, comme on le dit souvent ici sur ce plateau. Oui, absolument. C'est là où on ne comprend rien. Oui. Généralement, c'est le Premier ministre qui signe les appels d'offres. Mais lorsque ça arrive, ça va aboutir au ministère, donc il n'a pas le pouvoir de contrôle, le ministère des marchés publics, qui lui est un ministre délégué de la présidence de la République. Donc ça se gère ailleurs que lui. À ce moment... Bon, jusque-là, vous êtes poli. Ceux qui ont ces marchés publics, c'est les députés. Beaucoup de députés, qui me regardent, beaucoup de députés sont aussi bagarres pour ces marchés publics. Vous voyez un gars, son nom est un nom Sawa, mais l'entreprise écrit qu'elle est une entreprise Bamileke, établissement Kenfak. Alors que celui qui a l'entreprise même c'est un Sawa, ou c'est même un gars qui sort du Mungo. Je vous le dis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne ici. Il doit avoir les députés dans les ministres, c'est les champions. Ils créent des entreprises comme ça pour gagner les marchés. Ça se joue entre eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand tu arrives, on dit que c'est le dossier de tel. Il dit que mais comment il est venu cet année avec le nom d'un Kenfak? Mais l'année derrière, c'était lui qui était avec l'entreprise de Bogdan et frères. Donc, aussi, c'est ça la et il y a aussi également ce cynisme qu'on observe. Comment peut-on, dans un pays sérieux, octroyer un marché à un prestataire qui le réalise et le livre, ce marché-là, et moins de 2 mois après,
la route qui a été construite est déjà délabrée. L'exemple bien dit, justement, c'est là où je voulais en venir. Oui. Même une entreprise que je ne citerai pas ici, étrangère internationale, qui a fait la route de Bonabéry. Oui. La première pluie, la chaussée s'est effondrée. Voilà. Effectivement, voilà le problème qui se pose. Et vous allez vous rendre compte que, et là, dans ses salutations tout à l'heure, Charles Hamel a commencé par là, les entreprises françaises, il y en a une qui louait le matériel chez Kesh. Aujourd'hui, on fait un redressement fiscal de 2 milliards à Kesh. 2 milliards à Kesh, oui. La dite entreprise est en train de croître. Et c'est cette entreprise-là qui n'arrive pas à faire des routes. Mais à qui on donne des marchés. Précisément parce que, à côté des entreprises d'un savoir qui a créé l'entreprise Bobda et Fils, il y a des rétrocommissions. D'accord. Donc, c'est un problème au final. Les gars des ministères qui sont là... Donc, ce n'est pas un problème de technicité dans la construction des routes, c'est un problème des répartitions du gombo. La preuve, regardez quand le ministre Manoudou Messi arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il résilie les contrats. Vous avez entendu qu'on les a poursuivis? On a poursuivi quelle structure? Depuis des années, on les poursuit. C'est eux. Mais comment tu vas me... Tu oublies que demain tu vas venir? Qu'est-ce qui nous maintient là? C'est ça? D'accord. Ok, on va également avoir une pensée pour Monsieur Patrice Ambassala, l'ancien ministre également de la République, qui lui aussi souvent est très... Non, lui, il avait voulu trop penser. Voilà, non, on lui a dit qu'on n'a pas nommé pour bien faire. Voilà. Bien faire quoi. Et donc, il s'occupe de ces entreprises de plantation et de pisciculture. Bravo, en tout cas pour ça. Il est rentré dans ces plantations. Voilà. Même sa carrière. Voilà. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. Au-delà d'images, on rencontre, vous le savez. Donc sur ce plateau pour démarrer la deuxième partie de ce programme 10-12, le Zénith, l'émission au sommet, l'émission surtout reconnue d'utilité publique. Des sujets que nous évoquons. Également, on attend de vous une interactivité et vos réactions, vos points de vue, vos avis sur ces questions-là pour faire avancer notre nation. Folorazé, c'est vous qui êtes chargé. D'ailleurs, c'est une coutume de nous relayer ces messages-là. Oui. Alors, le problème d'effondrement des routes après confection est le fait du laxisme de nos responsables à contrôler les travaux. La route Menganga-Roundéré a été enclavée, Marois Kousseri s'est dégradé. Le seul goudron de l'Est, c'est la route de Bertois-Bélabo pour acheminer le bois à Kamraïa. Voilà. Donc on comprend aussi pourquoi si ces entreprises ont derrière elles des personnes comme des ministres, des députés, on comprend qu'il est vraiment impossible de faire monter un dossier béton dans une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour contrôler ces routes, parce qu'effectivement l'Assemblée, le Parlement a pour rôle de contrôler l'action gouvernementale. C'est un pouvoir constitutionnellement reconnu. Donc mais voilà lorsque vous avez affaire à des députés, à des individus qui vont à la députation juste pour jouir de l'immunité et faire de sales affaires. Voilà. Vous vous attendez à quoi? Et à protéger des individus véreux, vous vous attendez à quoi? Parce que c'est ça, c'est des brigands. C'est des brigands qui vont porter les banderoles, les tricolores, ils se cachent derrière le tricolore pour dire qu'on défend la nation. Pourtant, au fond, dehors, ce sont eux qui alimentent des gants. Et pour répondre à Charles Hamel, il y a Fian comme Cana qui réagit en disant que le président doit sanctionner ses responsables et doit descendre sur le terrain pour lui-même constater les travaux. C'est lui qui a dit que la priorité, c'est l'infrastructure routière. Alors, il y a aussi un point que j'aimerais aussi qu'on évoque ce matin, c'est quand même l'extrême lenteur des travaux. Au Cameroun, les travaux mettent beaucoup de temps pour se faire livrer. C'est dû à quoi ça, Bobo? Parce que ça commence à être inquiétant, ça. La Caisse autonome d'amortissement nous a donné des idées. Nous a dit que les projets ne sont jamais bien ficelés. C'est ce que nous a dit l'actuel directeur. Mal ficelé. Mal ficelé. Et même lorsqu'on engage, on consent quand même à donner de l'argent pour la réalisation, ces projets n'arrivent jamais à terme. Un exemple simple, les drains. Voilà. On démarre les travaux des drains un mois avant la saison des pluies. Toute la grande saison des pluies. Dans l'exemple de Kondi, dont vous avez fait allusion. Les travaux qui ont été faits sont perturbés. L'autoroute palais des congrès, aéroport Nessimane. Aujourd'hui, on dit que au vu des dégâts, de la pression hydraulique, au vu de la pluviométrie, et tout, on se rend compte que les travaux avaient été mal analysés au départ. Il faudrait tout reprendre à zéro. Nous sommes en saison sèche à Douala. Et encore faire la même base sur l'argent
des Camerounais, du contribuable camerounais qui, voilà, saigne pour que l'État soit, pour que l'argent soit aussi mal utilisé et aussi gaspillé comme on le voit. Parce qu'il y a une vraie lenteur, hein. Je dis lenteur, mais c'est un sommeil des travaux qui ne dit pas son nom, c'est clair. C'est un refus de travaux. Et le chef de l'État, il vous parlera des goulots d'étranglement de l'inertie, alors que c'est lui qui crée cette inertie. Oui. Alors, c'est là où les députés de Douala 5e pouvaient rentrer concernant la question du Condi. Ils pouvaient rentrer en jeu, les députés de Douala 5e, de Bouri-Est, voilà l'expression, descendre dans cette zone et de dire mais qu'est-ce qui ne va pas organiser véritablement un sitting à ce niveau. C'est là où les élus doivent jouer, mais ils sont où? Un caviar, champagne. Aux abonnés absents. Non, mais ils sont pas aux abonnés absents. Ils sont aux abonnés absents. Mais attendez. Puisqu'ils ne réagissent pas. Oui, Flora, vous avez oublié l'axe Yaoundé qui aussi, on dirait, une piste avec des nids de poules. J'ai eu à voyager sur cette route. C'est vraiment déplorable et vice-versa. Faudrait tricher les pays voisins comme la Guinée équatoriale. Le Cameroun, en tant que pays le plus innovateur d'Afrique centrale, n'est rien... Voilà, n'est rien d'autre qu'un pays qui a toujours du mal à prendre du bon. Oui, pour ceux qui vont aussi de Yaoundé à Meomé Sala, par exemple, hein, c'est on va dire, une parodie de route hein, entre cette voie-là, entre Yaoundé et Sambelima, Meomé Sala, toutes ces zones-là, et pourtant c'est bien le pays organisateur. On se demande pourquoi on peut vivre dans cette région-là ce type de problème. Alors, travailler, ça c'est l'histoire du jeu, travailler avec sa femme, c'est se créer des ennuis. Voilà, c'est Flaubert de Pinja. Mais tout le monde semble sur cette ligne. Hein. J'ai jamais... On tient à l'harmonie du couple. Parce que c'est Foposi Negou. On tient à l'harmonie du couple. J'ai pas vu de sujet qui fasse autant d'unanimité sur ce plateau. Hein. Parce que tout le monde est unanime, personne ne semble dire le contraire. Ok, je vous suis. Je voulais d'abord dire le contraire, mais j'ai encore réfléchi. Bon, un dernier message, Florazé. Alors, je veux seulement dire que le développement au Cameroun, c'est grave, surtout à Bafoussam, avec la poussière qui nous chasse et nous empêche. Et, les dirigeants cessent ce jeu de propos et utilisent un vrai plan national, surtout dans cette ville de Bafoussam. Merci infiniment d'évoquer Bafoussam parce qu'il y a une... Il n'y a pas un délégué de gouvernement là-bas. Oui, monsieur Zété. Mais il y a que Bafoussam aussi... Membre du Conseil économique et social. Monsieur Zété, Emmanuel. En tout cas, il y a une information, pas une information, un post sur Facebook qui m'a fait rigoler l'autre jour. Un concitoyen a posté une vidéo. Il a écrit il a dit Bafoussam, c'est New York dans l'ancienne technologie. Ça m'a fait rigoler, simplement. Merci infiniment pour ces messages, Florence. On va repartir pour retrouver la revue des réseaux sociaux de ce matin. Oui, vous savez, quand on parle d'éducation, ça suscite toujours les commentaires sur la toile. Et là, on va rester avec l'éducation de base, même si ce week-end, il y a eu donc une tentative de dialogue entre le ministre de tutelle, justement, et les syndicalistes qui demandent la relance des recrutements. Et puis, surtout pour cette longue période, le gouvernement est resté muet et s'est opposé à la grève. Alors, on rappelle que pas mal de médias avaient relevé l'information, surtout dans un communiqué qui était signé le 26 décembre de l'année dernière. Le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents invitait tous les enseignants partageant ce combat d'observer une grève illimitée dès la rentrée de ce deuxième trimestre. Alors, on rappelle que cette grève était prévue en mai 2017, mais avait été reportée suite à des négociations et des promesses faites par le gouvernement. Aucune satisfaction pour les enseignants. Le constat est clair. Les cours ont repris, comme on l'a observé dans la plupart des écoles du pays. Le mouvement de colère n'a pas été implémenté dans toutes les écoles. Les syndicalistes se disent désabusés par cette situation. Aucune réponse de la part du gouvernement, une réponse satisfaisante justement pour répondre, je veux dire exclusivement aux problèmes que décrivent les enseignants. Alors, c'est une question qui, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, Bobo Bengan, vous et moi, je tiens à le dire ici sur ce plateau ce matin et dire qu'on a eu au téléphone presque depuis lundi, tous les soirs, hein, les différents pour la police à ce mouvement, le Synicom, avec justement, on peut le dire sur ce plateau ce matin, qu'il y a une réunion prévue ce week-end entre la ministre de Soins de base et
et ces instituteurs contractuels qui, comme on le sait, réclament leur intégration à la fonction publique puisqu'ils ont fait passer plus de 10 ans et que les textes prévoient effectivement qu'après 10 ans, qu'ils soient reversés automatiquement dans les effectifs de la fonction publique, ce qui n'est pas fait. Ils sont nombreux qui donc aujourd'hui craignent pour leur retraite parce que si on leur fait cette intégration-là maintenant, ils ont peut-être seulement 10 ans de cotisation et comment est-ce qu'ils feront de leur retraite? Donc ça pose le problème ce matin de l'éducation en général au Cameroun et de la place de l'enseignant dans cet attelage qu'on souhaite mettre en place pour que les Camerounais, les enfants camerounais puissent se former de la plus belle des manières. Oui, ça participe de ce que nous appelons un programme d'assassinat collectif. Vous avez pu remarquer que depuis 15 ans, on ne recrute plus les maîtres, comme on dit. C'est-à-dire que l'enseignement maternel et primaire est sacrifié. Il y a un désintérêt total voilà. Pour les concours qui sont lancés à l'Éniège. Lorsque le ministère de l'Éducation de base dit qu'il a besoin de plus de 2000, d'environ 5000 enseignants. Et qu'on lance un concours où il n'y a même pas 250 postulants. Précisément parce que depuis 15 ans, on ne les intègre pas dans la fonction publique. Qu'est-ce que voulez-vous? Parce que maintenant, on leur promet... Du moins, on les contractualise et après, on les abandonne à leur sort. On les contractualise parce qu'ils relèvent du Code du travail jusqu'à présent. Voilà, mais justement, ils ne devraient pas. Puisqu'on est formé par le public, ils devaient donc être des fonctionnaires. Relever du statut de la fonction publique. Voilà, de la fonction publique. Et là, on ne les recrute pas. Vous devez encore faire un autre examen pour être recruté dans la fonction publique, alors que vous avez été formé par la fonction publique. Je veux dire par l'État du Cameroun. Non, ça devient une incongruité. Une incongruité qui se justifie par le fait que il faut qu'on se rende finalement compte que l'État a abandonné, a tout abandonné. Moi, je pense qu'il est simple de dire qu'on va privatiser l'école primaire maternelle, que l'État ne s'en occupe plus. Ne s'en occupe plus. Là, ce serait encore mieux que de vous dire que non, l'école primaire maternelle est gratuite, alors que le paquet minimum dans certains établissements, c'est 2 boîtes de craie, plus 2 crayons à billes, un vieux des autres, voilà. Les enfants de c'est encore les parents qui payent tous les fournitures scolaires à les enfants, qui payent les maîtres là où il y en a, ou alors qu'ils vont prendre les bénévoles qui ne sont pas formés dans certaines localités. Moi, j'aimerais qu'après avoir fait le diagnostic, comme on l'a fait sur ce plateau ce matin, il faut quand même le volte-face des syndicalistes. J'ai eu Bertrand Théba au téléphone plusieurs fois, comme je l'ai dit ici. C'est le coordinateur du SNICOM pour le littoral. Il a chaque fois voulu intervenir, mais il s'est rébiffé à la dernière seconde parce qu'à Yaoundé, on leur promet chaque fois de donner un mémorandum à l'État pour qu'on puisse étudier leur dossier. Et c'est ça qui est déplorable, excusez-moi de vous couper, parce qu'on ne comprend pas. Ils ont vu, lorsqu'il y avait un syndicat CSTC, comment l'État a brisé l'élan syndical pour paupériser les Camerounais. Et eux, les enseignants davantage. Jean-Marc Bikoko, qui est leur président de la centrale syndicale du secteur public, leur dit tous les jours, n'allez pas négocier de cette manière-là. Tenez-vous, il faut vous en tenir à certaines revendications. On ne vous donne pas, ne reprenez pas la craie. Simple. Maintenant, au lieu d'avoir, j'allais dire, plus de hargne dans une année électorale... Il faut comprendre, ils sont intimidés. Hein. Ils reçoivent beaucoup de menaces. J'ai été moi-même témoin d'une menace. Ils s'en prennent donc à eux-mêmes. À eux-mêmes. Ils savent que l'État ne peut pas. Alors, me rejoins. Parce que la ministre condamné aujourd'hui, parce que la ministre Youssouf Adjidja donc Alim a dû faire tout un j'ai dit qu'il continue pour demander aux inspecteurs d'arrondissement d'être... Vous ne pouvez pas vous ramollir. Vous connaissez la stratégie, c'est de vous briser, de ne pas faire en sorte qu'il y ait un syndicat national. Vous êtes là, en tenez-vous à cela. Alors, Chalamel, je veux quand même qu'on comprenne. Il y a quand même que le Cameroun vit dans une précarité. Les gens... Il y a la précarité de l'emploi qui fait en sorte que certaines personnes souvent ont peur d'aller au bout de leurs actions. Quelle précarité? On crée la précarité au Cameroun. Il n'y a pas de précarité, on la crée. Oui. Les médecins sont formés et fuient. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui arrive à Douala parce qu'il devait libérer les étudiants. Tout son discours tourne sur une seule phrase. Comme on vous a formé là, ne fuyez pas. Restez servir votre pays. Il donne quoi comme argument pour que les gars ne fuient pas?
Voilà une question. Oui, les médecins. Pourquoi ça n'arrive pas à l'ENAM? Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un îlot. L'ENAM, c'est leurs enfants qui y vont. Lorsque vous êtes là, vous avez le traitement, vous avez un traitement de faveur. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous avez un traitement de faveur. C'est un ENAMien, il sort de l'ENAM, c'est un futur cadre du Cameroun. Lorsque vous sortez, vous avez des bonnes dispositions. Votre appel ne tarde pas, vous êtes tranquille. À l'école nationale, à l'école normale, problème. Les gars sont des ingénieurs, j'ai tout problème. Mais c'est le parapluie. Allez voir ceux qui vont là-bas. Ils ont créé même dans la formation un Tanga Nord et un Tanga Sud. Ils ont créé dans la formation expressément un Tanga Nord et un Tanga Sud. L'école normale, c'est pour les pauvres. Excusez-moi de vous le dire. Hein. C'est pour les pauvres. C'est pour les familles. Bon, on cherche où on va aider quelqu'un, on l'envoie là-bas parce que, bon, après, c'est un professeur, puis quoi. Mais malheur, après, vous allez au ministère du Tourisme, c'est le professeur. Vous allez à la communication, c'est le professeur de français. Vous allez au ministère même de la culture, ce n'est pas les artistes. C'est les professeurs de français, professeurs de mathématiques, professeurs de... Donc voilà, tendance, juste un petit mot sur le sujet et puis on... Ce que Charles Amel a parlé concernant le ministre, il devait dire quoi? Moi, je le comprends. Parce qu'il y a les sociétés ici, donc quand tu formes l'employé, l'employé pas montrer son savoir-faire ailleurs. Mieux, c'est de vous donner d'abord les vectos. On se connaît ici. Il faut lui donner de bons salaires. D'accord, ok. Parfois, tu avais un employé, tu le formes bien. Au lieu de te donner le rendu, ça vient un peu. Est-ce qu'on se lève un matin pour dire qu'on donne tout? Non, non, c'est clair. Non, mais attends. Non, c'est mon point de vue. Non, mais ton point de vue, vraiment, les Camerounais te regardent ce matin tendance. Et alors, est-ce que moi, je ne regarde pas? Faut pas les irriter beaucoup plus que ça. En faisant quoi? Avec ce que tu dis. Non, je parle du ministre en tant qu'un patron d'enseignement. Quand il vient, il donne les veto, il ne faut pas qu'on vous enseigne, vous partez ailleurs. Ça veut dire quoi? Ils vont réfléchir par rapport à vos salaires. Tu es d'accord qu'un mec, un monsieur, une personne... L'école publique de Cotonou n'a pas d'enseignant. A fait 7 ans de formation, 7 ans de formation en médecine et sort... a de la peine à être payé, c'est normal ça? Non. J'ai dit qu'il y a les sociétés. 14 J'ai dit qu'il y a les sociétés. Les enseignants, c'est la société bonbon. Tendance. Qui dit comme il y a certaines sociétés ici où les patrons vous forment. Non, c'est les enseignants qui sont en grève. Tendance. Même ceux de Cotonou n'ont pas la tendance. L'enfant est comparable à une feuille blanche, vierge, sur laquelle on écrit avec de l'encre noire. Ça suppose que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, c'est un format vierge sur lequel l'enseignant, le premier contact avec la pédagogie et l'instruction, va écrire avec de l'encre noire. Cet individu, vous ne le payez pas. Il est capable de vous préparer un futur kamikaze. Non, voilà. on ne peut pas justifier ça. Vous devez vous occuper de cet individu qui inscrit les premières lettres. On vous dit à l'école qu'un bâtonnet plus un bâtonnet égale 2 bâtonnets. L'enfant va arriver en 6e, on va dire x plus x égale 2x. Il va arriver à l'enseignement supérieur, on va lui développer. Mais vous parlez de quoi là? Ok, passons. Des instituteurs, pour qu'on comprenne très bien ce qui se joue, c'est vraiment de l'éducation de nos enfants. Dont il est question ce matin, des enfants qui sont ainsi jetés en pâture. Ce sont des maîtres de parents, des instituteurs qui apprennent aux enfants les bases de ce qu'ils seront demain. Attention, les bases de ce qu'ils seront demain. Parce que lorsqu'on a accumulé des lacunes au bas âge, ça reste jusqu'à attention. Alors, ce qui se passe, et j'aimerais pour cette conclusion, c'est que ces instituteurs-là, aujourd'hui, vivent le calvaire. Ils vivent le martyre. C'est très grave. Ils ont à peine 15 000, 20 000 par mois comme agents de poche. Je vais vous Souvent, dire ils n'ont pas d'argent. Ceux de Bakassi se sont plaints. Ceux des instituteurs qui ont eu le courage d'aller à Bakassi se sont plaints. Les primes, même les petites primes qu'on envoie de 10 dans cette zone, c'est avalé. Ou c'est par le délégué du département. C'est avalé. Je confirme, c'est les populations locales qui ont commencé à faire des collectes. Faire des collectes pour les donner même à manger. Donc, en tout cas, les messieurs instituteurs, seigneurs de la craie, comme on dit, tenez bon. Oui, que ça arrive. L'autre sujet. Bonne chute. Alors, on va parler du comité national olympique avec cette nouvelle nomination du professeur Joseph Bipoumoum, qui a donc été nommé président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage.
Il a donc été porté à ce poste pour cette date du 10 janvier 2018 pour l'Olympia 2017-2020. Et puis à ce titre, on rappelle qu'il est chargé de proposer au président du comité olympique et sportif du Cameroun pour nomination une liste de 10 conciliateurs et de 10 arbitres devant constituer des conciliateurs et des arbitres de la CCA pour l'Olympia 2017-2020. On rappelle également que Joseph-Marie Boupmoum, qui prend donc la tête de cette juridiction, est professeur émérite de droit des universités du Cameroun, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 et ancien ministre de la Culture, puis de la Jeunesse et des Sports. 109 pour faire avancer les choses, en tout cas sur la toile. Tout le monde va de sa sincérité. On est plutôt content, en tout cas, que ce soit aussi un professionnel de la chose qui va donc s'intensifier sur les questions olympiques. Je n'ai pas entendu. Il a apporté quoi quand il était ministre de la Culture? Il a amené quoi au sport? Alors, c'est vrai que depuis hier, certaines personnes jubilent beaucoup suite à cela. On peut imaginer et comprendre que cette chambre d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, vous le savez, a subi quelques revers depuis quelques temps. Les dossiers passent là-bas, mais après, il y a toujours des matières à recours au niveau du TAS, parce qu'effectivement, au Cameroun, ce n'est pas vraiment géré comme il faut. Peut-être une réaction rapide, Chalamel ou Oui, non, d'abord, il a été doyen de la faculté des droits et des sciences économiques. Donc, nous, on n'avait pas vos choses de sciences juridiques et politiques ou de tout ça aujourd'hui. Oui. Non, pour de manière plus claire, effectivement, vous avez raison. Il s'est montré une collusion incestueuse entre les institutions étatiques et les fédérations sportives. Ça a affecté le comité national olympique au point où, à un moment, même le président de ce comité, le colonel Amar Kalkaba, voilà, s'est même lancé à positionner son épouse en une commission à la Fédération camerounaise de football, au point où on ne maîtrisait plus quel est cet olympisme-là qui, j'allais dire, ne peut pas jouer le rôle d'arbitre. Il avait un penchant pour un camp, pour un autre, et ça nous a amené à un énième comité de normalisation à la FECAFOOT. Ça ne nous dit rien de ce qui se passe à la fédération de karaté et discipline affinitaire, la même chose fédération de volleyball, de basket. Donc en fait, voilà, et puisque le football rapporte beaucoup d'argent, ça a créé donc des dissensions de telle manière que, bon, on espère aujourd'hui qu'avec l'âge et la maturité du professeur Bepoun, on espère que vraiment il va mettre en place. Mais va-t-il empêcher cette collusion? Cette collusion, et va-t-il empêcher le Cameroun se retrouve chaque fois au TAS? On dit chez nous qu'un arbre qui n'a jamais pu donner de bons fruits, même si vous le laissez là 40 ans, ne donnera pas de bons fruits. Vraiment. Il manque des gars, des Camerounais dans la diaspora là, compétents pour pouvoir venir assainir. Vraiment, arrêtons d'évoluer dans le bis répétiteur. On va lui, il a donné des bons fruits. On va en prendre. On va donner des bons fruits. Non, parce que c'est lui, parce que quand il vient au ministère des Sports, il faut le dire, on sort de la Coupe du Monde 1994, on vient d'enlever Massoua 2. Là, et le Premier ministre lui dit que l'État n'a pas d'argent. C'est lui qui fait. En fait, la loi qui propose la loi de sport, d'orientation de sport, qui a été votée en 1996, qui donne la latitude aux fédérations sportives de chercher leur argent. Et en principe, l'État devait, et c'est même pour ça qu'on l'enlève. Très bien. Parce qu'il n'avait pas compris que l'équipe nationale du Cameroun est un patrimoine du chef de l'État. Et bon, si lui, il a donné ça à la FECAFOOT, il a dit à la FECAFOOT. Il faut dire que les gens jubilent parce que on a quand même été souillé à l'échelle nationale parce que plusieurs décisions de cette institution, de cette chambre-là, a été infirmée au niveau du TAS mondial. Donc il faut qu'on voit ici, effectivement, elle va réussir à installer au Cameroun une crédibilité et qui va faire en sorte que le Cameroun puisse résoudre ce problème au Cameroun. J'ai dit, attendons, on avait tous applaudi le comité de normalisation. Aujourd'hui, les mêmes qui applaudissaient hier, allez les voir sur la toile. D'accord, très bien. Merci également donc à vous, Florazé, pour ces informations liées à la revue des réseaux sociaux. On va donc enchaîner tout de suite avec la suite de l'émission pour accueillir dans un court instant au studio B du Zénith ce matin
l'homme qui est là dans ce studio et qui va s'apprêter dans un court instant. Le temps pour nous, justement, donc d'accueillir Constilamine pour le concept Salaka ce matin avec, évidemment, la grande vente promotionnelle au magasin 1000 et un tapis. Donc, un concept de Constilamine dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour à tous nos nombreux clients qui nous regardent encore ce matin. Alors à ces clients, je leur rappelle que nous sommes en train de vivre là la dernière ligne droite de la promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, votre magasin de rêve, votre magasin bien sûr de qualité. Et je commencerai ce matin par annoncer cette bonne et grande nouvelle. C'est donc la réouverture depuis quelques semaines du magasin 1001 tapis face Palais d'Ika. Donc en visitant ce magasin, à partir de ce matin, vous aurez l'occasion d'avoir des climatiseurs, des congélateurs, des lustres du côté donc du magasin 1001 tapis face Palais d'Ika qui est donc réouvert depuis quelques semaines. Alors tout de suite, nous allons commencer la vente de ce matin et le temps de rappeler que les articles vendus dans cette émission sont disponibles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé à la rue Bureau des Transports, non loin du magasin Niki, et nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30. Alors tout de suite, chers téléspectateurs, prenez vos stylos et vos téléphones, commencez déjà à appeler parce que je rappelle que la vente de ce matin, elle se veut tout à fait spéciale. C'est avec le matériel informatique. Nous allons tout de suite commencer, chers téléspectateurs, la vente de ce matin avec bien entendu un tapis, mais alors pas n'importe quel tapis, un tapis de très bonne qualité. Le prix va s'afficher à l'écran. Je rappelle que c'est un tapis d'1,80 m sur 2,5 m. Le prix va s'afficher à l'écran. Vous l'avez donc à 20 000 francs, votre magnifique tapis de qualité du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle 20 000 francs, un magnifique tapis au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr, voilà, je dois le plus vu donc à l'écran. Un tapis, donc vous l'avez donc à 20 000 francs. Voilà, nous demandons à les réalisations de bien vouloir afficher le numéro de téléphone sur les articles vendus ce matin. Je rappelle des tapis à 20 000 au magasin 1001. Voilà, merci beaucoup. 20 000 francs, un tapis de qualité supérieure. À côté, bien sûr, des tapis. Ah ben oui, au magasin 1001 tapis, on a des laptops. Oui. Des laptops de qualité supérieure, des laptops d'origine, des laptops qui nous viennent tout droit des États-Unis, de la Belgique et de l'Allemagne. Les prix vont s'afficher à l'écran. C'est un corps de duo. Regardez très bien, chers téléspectateurs, lisez-le attentivement. Vous avez le choix entre la marque HP et la marque Siemens. C'est 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, de 1.6 de processeur, lecteur DVD, bonne batterie, Wi-Fi. Bien entendu, vous avez donc à 65 000 francs ce magnifique laptop corps de duo. Bien entendu, à 65 000. Je rappelle que c'est la qualité, c'est avec garantie. Que vous soyez élève, étudiant de Yaoundé, de Douala, de Mbalmayo, du Tchad, même un travailleur, c'est l'occasion d'acheter ce magnifique laptop au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock, il est très limité. Donc ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut faire des avances et payer petit à petit. À côté, bien sûr, du laptop de 65 000, on a bien entendu un ordinateur complet, corps de duo. Qui dit ordinateur complet dit un ordinateur de bureau. Vous l'avez donc à 45 000 francs. Le prix va s'afficher à l'écran, chers téléspectateurs. Un ordinateur complet, que ce soit pour les saisies, que ce soit pour le cyber, que ce soit pour les travaux d'ingénieur. Un ordinateur complet à 45 000. Avec un écran plat 17 pouces, une unité centrale, son clavier, le système est installé, que ce soit en anglais ou en français, à 45 000 francs, un ordinateur complet d'origine européenne, avec garantie et SAV assuré à 45 000. Je rappelle que le stock, il est très limité. Ça se passe au numéro de téléphone ou alors directement au magasin 1001 tapis à la rue Bureau des Transports. On va donc tout de suite parler également, toujours c'est-à-dire des laptops, cette fois-ci pour vendre un laptop Core i3. Je rappelle, c'est un Core i3. Le prix va s'afficher à l'écran. Vous le voilà. C'est un laptop très professionnel de marque Siemens avec 160 Go de disque dur, 4 Go de RAM, 2.2 de processeur, Wi-Fi, webcam, graveur DVD, Bluetooth. Je n'ai pas dit 1 100 000. Non, je dis bien 110 000 francs
un magnifique laptop Core i3 de qualité supérieure. Je rappelle que ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut payer petit à petit et avoir son laptop Core i3 au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, juste derrière le magasin Niki, à côté du bureau des transports. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, vous pouvez appeler, on va vous livrer votre marchandise en direct. À côté bien sûr des laptops, on a des imprimantes, elles sont neuves, elles sont de marque HP, elles impriment, elles photocopient, elles scannent. Vous les avez à 34 000 francs, oui, je dis bien 34 000, une imprimante neuve dans le carton avec garantie. Plus besoin d'aller photocopier ailleurs, plus besoin de scanner chez le voisin, non, c'est terminé. Je dis bien imprimante neuve dans le carton à 34 000. Je rappelle que c'est avec garantie et bien entendu un service après-vente assuré et livraison à domicile pour tous ceux qui sont de Douala. Imprimante neuve à 34 000 francs. Nous allons tout de suite quitter le matériel informatique pour parler donc cette fois-ci des ventilateurs, pas n'importe lesquels. Oui, ils sont grands, ils sont solides, ils ont 5 hélices. Nous allons bien sûr vous permettre de les voir en direct à l'écran, hein, voilà. Les voilà. En ce moment, c'est en train de s'allumer, c'est allumé. Hein. Voilà, voilà un magnifique ventilateur. Voilà, oui, tourne très bien. Il est à 16 500 francs. Ce ventilateur solide d'origine européenne chez 1001 tapis à 16 000 francs. Un magnifique ventilateur. Je rappelle que c'est le seul ventilateur qui chasse les moustiques à distance. Plus besoin de dormir dans la chaleur. Plus besoin de dire que ouais, les enfants, les boubou yoko, les enfants, ça... non, c'est terminé. L'élégance, le confort, le style, c'est avec les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka. Magnifique ventilateur, bien entendu, à 16 000 francs seulement. À côté, bien sûr, de tout cela, on a les portes cure-dents automatiques. C'est comme en bain. Plus besoin d'avoir le panari parce qu'on veut retirer un cure-dent dans la boîte. Non. Plus besoin de taper encore dans les boîtes. Regardez bien. Démonstration à l'instant. Voilà. Les invités sont à la maison. Le voilà. Là, c'est fermé. Directement. S'il te plaît, voisin, je peux avoir un cure-dent là, s'il te plaît. Le cure-dent, mais regarde là-bas. Où? Non, appuie là. Tac, tac. Directement, ça sort. On prend son cure-dent et on fait le reste. Voilà, le voilà. Magnifique porte cure-dent automatique à 2500 francs. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Il y a plusieurs couleurs. Et la couleur verte, la couleur orange, la couleur jaune à 2500 francs. Alors, chers téléspectateurs, voilà, je rappelle donc à tous nos clients, c'est l'occasion de courir dès à présent chez nous. Nous, c'est le magasin du moins cher, c'est la qualité. Tous ceux qui sont hors de la ville de Douala, appelez, vous serez livrés à domicile. Je vais encore revenir sur les laptops de 65 000 francs tout de suite et maintenant pour attirer l'attention de tous nos clients. La réalisation, les prix de ce laptop qui fait déjà courir plus d'une personne, vous l'avez donc à 65 000 francs. Le voilà, un laptop HP, corps de Dieu. Il est voilà ça pour Bamenda, pour Tiko, pour Mutengere. Just come, just no. Buy a laptop. C'est son fine laptop. Any man must get them. And you must say 1001 tapis. Now look as it shine. Donc any man today must buy a laptop. You get them 65 000. You get computer. You get plenty kako. And not forget say robot mixer, fer à vapeur, plaque à gaz. All that in day again for promotion. And cette promotion will finish one time. Donc just come, just no for that side. But to be say bien y en a tatan au 1001 tapis. Ou à plater laptop, ou à plater robot mixeur, ou à plater ventilateur. Il y en a des tatan au magasin 1001, madame Angolon de Météné, ou allez laptop 65 000, robot mixeur 11 500, bateau c'est du coquet. Voilà chez nous. Et n'oubliez pas d'aller du côté du palais d'Ika, 1001 tapis, parce que là-bas, il y a les congélateurs, les climatiseurs et plein d'articles. Merci beaucoup, mon très cher Consti Lamine, pour cette vente promotionnelle des magasins 1001 tapis au cœur du Zénith de ce jeudi 11 janvier 2018. Nous sommes bien sur Equinox Télévision. La suite de l'émission, c'est maintenant. Oui, pour moi particulièrement, vu que les jeunes sont l'avenir du pays, moi je pense qu'on devrait s'accentuer sur les écoles de formation parce que après l'université, généralement les jeunes sont confrontés au manque d'emploi parce que après l'université, généralement, ils ne savent pas faire grand-chose. Ils ont juste la théorie dans la tête et tout. Et après, ils sont confrontés à une réalité très difficile parce que le monde de l'emploi, vraiment, c'est un vrai parcours du combattant. Donc pour moi, nous devons maximiser les écoles de formation de façon à ce que quand nous jeunes nous sortons de là, nous sommes aptes à faire un boulot. Ça fait que
nous pourrons nous débrouiller dans tous les secteurs et nous n'allons pas forcément chercher à aller travailler dans les ministères et tout. On peut créer des emplois. C'est un grand sujet qu'on met sur la table via l'interpellation de ce matin. On parle beaucoup de la professionnalisation de l'université, de l'enseignement au Cameroun. Un concept désormais que tout le monde vante au Cameroun. Alors, bon, Bengan, c'est quand même la jeune concitoyenne semble émettre un vœu souhaitable, non, quand même? Souhaitable, mais j'ai dit à ma fille qu'elle est sur le plan, j'allais dire, elle est dans les VAPS. Il faut regarder la réalité en face. Première chose, nous sommes un pays pauvre et très endetté. C'est-à-dire que tout est à faire dans notre pays et on nous dit qu'il n'y a rien à faire. Tout est à construire, on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire que si on forme, je veux dire, la formation des littéraires ou des géographes n'empêche pas la formation des techniciens, des médecins ou autres. Donc on pense que quand on va former des techniciens, vraiment, ça va résoudre le problème. On va laisser les littéraires et les... Non, c'est pas possible. Jusqu'aujourd'hui, en Allemagne, on formait les philosophes, on formait les sociologues, on formait tout le monde. On formait tout le monde. Donc, regardez la situation en face. La situation en face, c'est quoi? C'est que nous avons les dirigeants qui ne font la promotion de personnes. Aujourd'hui même, où nous parlons, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation dit qu'il lui manque plus de 160 chercheurs dans différents domaines. Ça veut dire que, qu'on a rappelé hier, les enseignants de l'université de Gaoundéré sont en grève. Ceux de l'université de Douala étaient en grève, précisément parce qu'on ne donne même pas des primes de recherche. Vous allez créer quel emploi? C'est M. Nida II, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'on crée le SEC de Douala en 1979, qui apporte ce concept de adéquation, formation, emploi. Maintenant, le gouvernement s'approprie le concept et on enlève celui qui a conçu le concept. Ça devient donc nul et zéro. On va vous vendre l'adéquation, formation. Oui, parce que là, il y avait dedans ce qui était considéré comme tissu économique. Qu'est-ce que le Cameroun a aujourd'hui dans son tissu économique industriel? Rien du tout. Les opérateurs économiques se débrouillent. Et dans un pays normal, on accompagne les opérateurs économiques, on ne les laisse pas se débrouiller. Les universitaires se débrouillent, c'est-à-dire que, on ne sait pas, les étudiants se débrouillent, tout le monde est dans la débrouillardise, donc tout le monde est dans le formel. Et les dernières statistiques disent que 80%, 90% de ce qui est dans le Cameroun est dans le formel. Et vous allez donc former quel pays à ce moment-là? Il faut, la seule chose, enlever ceux qui nous gouvernent dans ce pays et placer ceux qui estiment qu'ils vont contribuer à l'épanouissement. On est dans une démocratie, donc ce que vous dites... il a dit que c'était la démocratie apaisée. Ce que vous dites, on espère que ça va se suivre. Allons dans la démocratie apaisée et changeons ce qui nous gouverne. Dans les urnes. Alors Charles Hamel, on est donc à parler ce matin des écoles de formation, comme le dit la jeune concitoyenne. Elle semble appeler le gouvernement à mettre en place une adéquation école-emploi, parce que ce qu'on nous met en intermédiaire ne sert à rien. Les gars de BCS en logistique, ils travaillent où? Alors, je répondrai à Mbombo que s'il a vu s'il avait vu la fin de l'homme qui créa les comices agro-pastorales. Oui, j'ai vu, je me rappelle. S'il avait vu la fin de ce monsieur, il ne parlerait pas de monsieur Niba. Parce que voilà quelqu'un qui a eu une très belle idée à travers les comices agro-pastorales. On a vu comment ça a commencé à prospérer, et on l'a mis à côté. Tous ceux qui conçoivent en Afrique, vraiment sont très peu importants. Dites pas en Afrique, alors, parce je dis en Afrique. Il y a des pays qui montrent l'exemple. Non, je dis en Afrique, vraiment. Le Rwanda, par exemple. Restons, c'est tout récent, dans tous les cas. Même s'il faut parler du Rwanda, c'est tout récent. Nous avons le Maroc qui a 119 IUT, avec obligation à la sortie d'auto-emploi, de mise sur pied d'un projet d'une start-up avec financement immédiat. Au Cameroun, nous n'en avons que 7. Avec obligation de présentation d'un mémoire, une soutenance. Et après, allez vous faire allez vous débrouiller. Les 10 unités n'ont même pas
de coopération avec les, j'allais dire, les entreprises où on envoie les enfants terminer, faire leur mémoire. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui se débrouille à aller trouver là où il peut faire son mémoire. Je vais plus loin en vous disant, voilà, le marron, on vous dit, pour sortir, vous devez présenter un projet, c'est-à-dire un projet fini, où on devra financer, l'État devra financer. Les gars se mettent à 6, à 7, à 8, ils conçoivent aux sorties de l'école. On donne la possibilité aux gars d'aller ailleurs. Mais chez nous, on dit tout ce qu'on vous demande, c'est aller faire une thèse, vous venez la preuve, on a coupé Internet aux jeunes enfants de Buea qui faisaient je vais plus loin. Silicon Valley. Je vais plus loin. Lorsque vous faites un tour ici à Dokoti, chez un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Emmanuel Sitiping, qui forme dans la, je sais quoi, c'est l'électromécanique. Lorsque les gars finissent, ils conçoivent des projets, il va à la délégation départementale, il dit voilà le projet. Essayons de remonter pour qu'on nous finance. On lui dit que, mais monsieur, vous êtes au Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Voilà comment réfléchir au Cameroun. Non, vous avez des jeunes étudiants qui ont mis sur pied des startups. Vous avez un gars qui est venu sur ce plateau dire qu'il peut transformer les matières plastiques en pavé. Un ingénieur, la première promotion des ingénieurs à Douala, il faut transformer les matières plastiques en pavé. Voilà. Et on lui a dit fou le camp. On peut rassembler combien de plastique à Bafoussam, combien à Yaoundé, combien à Bertoua, on peut les concentrer dans quel type d'entrepôt. Tout ça, ça demande de la main-d'œuvre et je crois que ça peut être financé. J'ai voulu citer à votre suite le cas de la Tunisie, mais vu ce qui se passe là-bas en ce moment, non, c'est quand même bien, c'est même parce que avec le tourisme. Non, vu ce qui se passe là-bas, je me suis retenu. Mais j'ai aussi envie de parler du cas du jeune Arsène Tema Biwale, qu'on a évoqué sur ce plateau, qui a fait une sortie pour dire qu'il a des capacités en termes de sciences physiques, de faire en sorte qu'on ramène ces toiles sur la Terre, de manière à faire en sorte qu'on ait de l'énergie à perpétuité, qui peut travailler dessus. Alors, quand un jeune comme ça le dit, je pense qu'un gouvernement sérieux et normal le chercherait pour dire, mais petit frère, vous dites quoi là? Pour s'intéresser à ce qu'il peut faire et voir comment on peut régler au Cameroun ces cas de délestage qu'on a au quotidien de ce que vous, on attendra qu'il ait la nationalité américaine. Je vais vous représenter comment fonctionnent les gens dans ce pays. Oui. Les gens dans ce pays, avec tous ceux qui sont assis et qui nous regardent dans leur bureau, calfeutés et tout, et ils réfléchissent comme ce grand frère que vous allez visiter. Alors, vous avez pensé à lui, vous allez le voir. Alors, bonjour tonton, je suis passé voir comment tu vas et tout. Le tonton vous dit, tu as encore quel problème? Si c'est l'argent, je n'en ai pas. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Si c'est l'argent, je n'en ai pas. Vraiment, va te débrouiller. Merci d'être passé. Au revoir. Voilà comment ils réagissent. Comme ces grands frères qui nous regardent là. Vous l'appelez même pour le saluer. Il a l'impression que c'est l'argent que vous êtes en train de lui demander. Voilà. Or, il n'en manque pas. À la moindre occasion, vous entendez qu'il a faroté 1 million. La moindre occasion, vous attendez qu'il a faroté 5 millions, qu'il dépense, mais alors que ses propres enfants sont là, ils souffrent. Vous avez vu ici, permettez-moi de chuter, rapidement, vous avez vu le problème qu'il y a eu à Limbe, on a dit qu'on a cassé la maison du maire, on a vu le délégué du gouvernement de Douala se déplacer, le mettre 13 millions de francs CFA. Au maire de Limbe, que non, comme on a cassé franc, comment ça peut te refaire, même si c'est une tontine. Douala n'a pas les problèmes. Je rappelle aussi qu'à Yaoundé, on a cassé Charles Assalé aussi. Donc quand même. Alors, Florazé, sur le sujet. Charles Amel a donné un exemple marocain. C'est-à-dire que quand un jeune étudiant camerounais, parce que c'est qui se passe quand un jeune camerounais dit ça, c'est-à-dire qu'il rêve. Là, il a la chair de poulet, c'est-à-dire à quand le... Non, c'est pour dire que le gouvernement là-bas aurait pu faire en sorte que on n'envoie pas le bir tirer sur eux. On n'envoie pas le bir tirer sur eux. C'est même un exemple de démocratie. C'est bon de citer la démocratie, mais sauf que l'espoir suscité par le renversement de Ben Ali est aujourd'hui tout à fait mort. Ben Ali est venu casser justement le bon développement impulsé par Bourguiba. C'est pourquoi que l'on a enlevé. Ceux-ci qui ne continuent pas, on va l'enlever aussi. C'est ça l'éveil citoyen. D'accord. Bon, désolé, Florazé, d'avoir coupé sur autant de paroles. Tout le monde est roussé comme Charles Amel. On peut parler avec autant d'énergie. Mais Eric Fopoussi, on vient de parler des enseignants, de comment l'enseignement de base est entretenu au Cameroun. Si déjà la base, si déjà la petite qui va en maternelle ne réussit pas à avoir cette base
Mais comment voulez-vous que le supérieur soit entretenu? Comment voulez-vous que les jeunes aujourd'hui qui préparent des thèses et autres, des recherches, etc., soient entretenus? Si déjà, je dis que la base n'est pas très, la fondation n'est pas très bien mise, on va toujours se retrouver avec les mêmes problèmes, à décrire les mêmes situations. On peut revenir même sur la situation dans laquelle les enseignants, même du supérieur, se retrouvent. Comment justement donner au lycée technique, le savoir tu vas faire le CAP mécanique auto avec un moteur de R4. Un moteur de R4. Tu vas faire quoi? Même ici à Douala, un moteur de R4 aujourd'hui où les voitures ont des démarrages automatiques. R4 de l'époque. Je dis même ici actuellement. Comment? Je n'ai pas l'aise Yabassi ici à Douala. Alors, tendance va parler et on va mettre... Je n'ai rien dit sur le sujet, la passe la parole à 3 personnes. Non, c'est fini, ils ont parlé. Non, tu vois que ce qu'elle dit n'est pas important. La maman de moi qui va... Elle a les difficultés et tu prends par bon et tu conclus. La maman de moi a beaucoup de difficultés et tendance à l'école. Moi, elle n'a rien à parler par rapport au sujet. Ce qu'elle dit n'est pas important. Blanche à la même fleur et bonbon. Moi, ne parle pas. Ok, donc ton père n'a pas fait quelque chose? Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quand il fait, personne ne voit. Tout va bien. Quand il fait, vous l'insultez, personne ne voit. Papa, tu ne fais même plus rien. Ne fais plus rien. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox avec ce fou rire. La suite, c'est dans un instant. À tout de suite. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA! Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité! Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots sur 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler ce matin, nous recevons Monsieur Tambo. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12, très chaud ce matin. Si vous l'avez remarqué, alors là, pour le coup, on va parler de ce matin de la circulation difficile des véhicules et des personnes en 2018. Oui, Eric, l'intérêt particulier que nous vous accordons aux populations en tant que concessionnaire et distributeur exclusif des motos Lifan, qui est la marque la plus consommée dans le monde entier actuellement, nous amène auprès de nos consommateurs parce que même en Europe, dans l'Union européenne, on retrouve les produits Lifan, ce qui montre que les produits sont répandus partout et répondent exactement aux exigences de toutes les couches sociales. Actuellement, dans notre pays, Eric, oui, si vous me permettez, avec la densité du trafic routier en croissance cette année, surtout dans la ville de Douala en particulier, où la circulation sera très difficile avec les véhicules sur nos principaux axes à cause de ces grands chantiers, cela vous causera certainement d'énormes préjudices, soit à vous-même, directeur général, ou à vos collaborateurs, et par ricochet sur la rentabilité de votre entreprise. On s'interroge toujours combien de fois vous avez manqué des rendez-vous, ou alors combien de fois vos collaborateurs vont-ils arriver en retard en cette année 2018, étant simplement coincés dans les embouteillages, Eric. Et donc, vous avez la solution adéquate à ces embouteillages-là? Effectivement, nous vous apportons donc ici des solutions face à toutes ces interrogations qui consistent simplement de doter vos collaborateurs et vous-même de la nouvelle gamme de motos Lifan New Look, robuste, résistant, efficace et économique parce qu'il ne consomme que 2 litres de carburant en 100 km avec un système de refroidissement automatique et non polluante. Il est à noter que nous disposons aussi les motos dames pour les dames de l'entreprise. En 2018, donc ici, c'est opération moto pour tous. On dit non à la marche à pied et on dit non à la contre-performance en entreprise, Eric. Et on sait aussi qu'il y a des modalités de paiement assez flexibles chez Grand Bazar. Oui, les modalités de paiement sont donc très flexibles chez Grand Bazar, où nous vous donnons la possibilité de payer votre moto en plusieurs tranches. Ça dépend
de vous, même si vous pouvez prendre 1 an ou 2 ans pour payer une moto, nous vous accordons ces facilités, en fonction de votre demande. Et aussi nous mettons à la disposition des entreprises, des tricycles et des motos. Simplement, nous pouvons signer un accord de partenariat et nous vous transmettons votre flotte et nous allons recouvrir l'argent au fur et à mesure. Et alors, vous allez tout simplement nous proposer vos modalités que vous voulez. Il suffit simplement que votre entreprise soit crédible et légale ici au Cameroun. Donc, il n'est plus question pour vous de dire que je n'ai pas 400 000 francs pour acheter une moto. Il n'est plus question pour vous de dire que je n'ai pas 500 000 francs pour acheter une moto. Si vous avez besoin d'une moto, rapprochez-vous de nous chez Grand Bazar et nous allons vous proposer des solutions, des facilités pour que vous ressortez avec une moto et vous payez sans que ça ne perce sous vous. Alors ici, j'interpelle aussi tout le personnel de Kinos Télévision qui vont à pied de nous se rapprocher de Grand Bazar très rapidement parce que ça doit commencer par vous, Charles Amel, Megan et tout. Alors, on commence par vous, vous venez nous voir et vous allez désormais rouler avec ces grosses motos, l'IFAN que vous voyez à l'écran. Merci pour cette belle proposition, mon cher Monsieur Tambo, ce matin sur ce plateau. Voilà, donc merci à vous et surtout bonne suite. Hein. Vous savez toujours, comme d'habitude, on ne peut pas quitter ici sans dire que avec les motos et tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner. Chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Et je présume qu'ils sont nombreux à s'impatienter, ces personnes, ces gens qui ont donc décidé de nous écrire. Elles sont nombreuses donc à s'impatienter ce matin pour leur message. On va lire quelques-uns de ces messages. Oui. Il ne faut rien attendre de ce gouvernement. Le peuple ne doit plus admettre que les députés, maires, ministres ou sénateurs se tapent des immeubles, villes, des villas, des voitures de luxe, alors qu'ils nous livrent des routes, des hôpitaux, des écoles, des ponts mal faits. C'est Gilbay depuis Kaélé. C'est une bonne formule parce que Macky Sall a dissous le Sénat. Il a dit qu'il ne va pas dépenser l'argent pour rien. 27 milliards de francs CFA, il a économisé. Il a orienté en construisant une centrale solaire. Oui, effectivement, il a dit. Un sénateur coûte au bas mot 1 million de francs par mois au Cameroun. Voilà, donc et là c'est un courage, une témérité politique qu'il faut saluer sur ce plateau parce qu'il a dit, il a dit aux Sénégalais, alors j'ai imaginé le Sénat, j'ai vu que ça ne sert à rien, donc à la place j'ai mis en place une centrale solaire qui vous servira à quelque chose, 27 milliards de francs CFA. Et il n'y a plus de coupure. En un an. Donc imaginez, ça c'est un an seulement, c'est un an. Donc l'an prochain... surtout un pays désertique, voilà. Il n'a pas de cours d'eau comme nous. L'an prochain, il va prendre encore 27 milliards de francs CFA pour réaliser un autre projet. Et il confirme ce que je suis dit sur ce plateau, et beaucoup m'ont dit, Eric, donc le Sénat ne nous sert à rien. Et il faut dire que je profite aussi pour saluer nos amis de Néo Cameroun qui, tout au long des journées, coupent des multiples coupures à répétition. Lorsque vous entrez dans le site, vous ne voyez pas. Ils ont dit que l'État du Cameroun leur doit 100 milliards de francs CFA. Donc il faut comprendre. C'est comme ça qu'on grille les appareils. L'État ne paye pas ces trucs. L'État qui a privatisé, ils peuvent couper le courant. C'est le peuple qui en souffre. Non, tout le monde, même coupe même le courant, même dans les bases militaires. Le salaire dépend des écoles. Car nous sommes payés à 5 000 francs par trimestre. Pour, voilà par exemple encore. J'étais justement tout à l'heure un peu... On va atteindre les 5 000 par trimestre, ça veut dire combien? 1 500 par mois, c'est ça? Content. Moi, je suis dans la même boîte que mon épouse. Nous sommes dans des différents
service et tout se passe bien. Très Au bien, boulot, nous sommes collègues. Le mariage, c'est à la maison. Voilà au moins un message qui me rejoint ce C'est matin. bien. Je peux dormir, je peux bien dormir aujourd'hui quand même. Merci à vous Florazé, merci tout le monde sur ce plateau. Charles Hamel pour votre Je colère. crois qu'il a fait ça pour aller dans le sens contraire de notre... Voilà, ok. Merci Florazé Borobengan, merci infiniment. Tendance, la voyageuse. Toujours. Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision pour cette belle journée de jeudi. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.